feinte contre Ward. Dipu qui s'amène. Dipu. Feinte, tire. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe par le plaisir. Ainsi seul encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Échappé! Dans le gardien, élevé! Tire! Quel arrêt! d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine ou de hockey. Aujourd'hui, on va avoir comme invité Nathan Larose des Pétroliers du Nord et on a une petite surprise pour vous après l'entrevue. On va avoir un nouveau projet qui va être dévoilé, donc il faut rester avec nous vers 8h50. Donc, Dave, yes. comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Là, on dirait que t'es comme dans un lit superposé à la gauche. T'es dans un autre pays en ce moment, là, en direct de... Ouais, ça, j'ai un petit setup improvisé parce que ouais, je suis pas au Canada, je suis au Brésil en ce moment. Petites vacances là, pendant l'hiver. Mais pas question de manquer un épisode de la source LNH pour ça. Fait que j'ai réussi à me faire un petit setup là où je suis ici. La seule affaire, je suis déçu, tu n'as pas emmené ton cadre rouge pour le mettre en arrière de toi. Ah ouais, mais là, ça rentre pas dans. Il est assez gros, hein, ça rentre pas dans le carry-on. Ça fait pas. Fait que non, mais ça fait un petit background blanc. All right. Il y a déjà quelques personnes là, qui nous saluent. Danny Charette-Avzic qui dit « Salut les boys, ça va? » Sarah Pilote qui dit « Salut les boys, ça va bien? » Stéphane Bellé qui dit « Salut messieurs. » Yann Gaudreau qui dit « Je suis là, bonjour. » Donc, salutations à vous. Dave, on pourrait-tu peut-être commencer avec quelques nouvelles en attendant, je partagerai le podcast. Je pensais pas qu'il y avait tant de nouvelles que ça, honnêtement, mais il y en a eu beaucoup dans la dernière semaine. Il y a eu beaucoup de nouvelles dans la dernière semaine. La saison bat son plein, puis on commence le dernier droit là, tranquillement. Fait que, il commence à tomber. Une nouvelle un peu... la plus grosse nouvelle de la semaine, une nouvelle qui m'a pris par surprise, bien honnêtement. Le départ de Bob Desjardins. Je pense que c'est la plus grosse nouvelle de la semaine. Dans le fond, Bob Desjardins, tu sais, quand même, c'était quand même un très bon point de presse qu'il y a eu après le match des Marquis là, samedi, parce qu'il était vraiment très honnête. Il nous a vraiment expliqué tout le processus de la chose, les raisons pour pourquoi, comment, toutes ces choses-là. Fait que dans le fond, Desjardins qui quitte ses fonctions nous a dit que c'était quelque chose qu'il avait déjà prévu depuis quelque temps. Puisque, dans le fond, là, à cause des arrêts COVID, tout ça, ça s'est pas passé au rythme que ça voulait. Ça, Stéphane Bellé, dans les contacts, dit pas nous, dans le fond, que peut-être que c'était plus connu au Saguenay que ça s'en venait comme nouvelle, mais dans le fond, qui a quitté ses fonctions. D'entraîneur-chef, il faut le dire, puisque Bob Desjardins reste directeur général des Marquis et reste également dans le groupe de propriétaires. Donc, il l'a dit aussi, là, c'est une belle citation, là, à quel point les Marquis, ça reste dans son cœur et dans son âme. Donc, c'est un peu, je pense que je dirais que, pas que c'était minuit moins une, mais tu sais, dans une saison, on est rendu à ce qu'il reste moins de 10 matchs à peu près par équipe avant les séries. Fait que tu sais, s'il était pour le faire, matchs marqués exactement. C'est ça, 11 matchs. Fait que, c'est quand même pas une annonce à faire quand il en reste comme 3-4. Quoique les Marquis ont déjà changé d'entraîneur-chef en plein milieu d'une série dans les playoffs. Mais je pense que en même temps, le remplaçant, c'est pas comme un gars qui n'était pas dans l'organisation non plus. Là. C'est l'assistant d'entraîneur-chef qui est là avec lui depuis plusieurs années, Dominique Lapensée. Donc, je pense pas que les joueurs des Marquis vont être trop dépaysés non plus. Peut-être qu'avec l'arrivée de Alain Garner là, comme assistant, on avait eu la puce à l'oreille chez les gens du Saguenay. C'est peut-être ça qui avait peut-être... Effectivement. Donc, voilà. Puis aussi, j'ai aimé dans son message également...
Bob Desjardins qui mentionnait les commentaires sur les réseaux sociaux puis ce genre de choses-là. Puis c'est vrai que c'est une chose de dire ah ben là, Bob, je comprends pas pourquoi il fait jouer tel gars sur le power play ou il devrait changer les trios, pourquoi il n'a pas habillé tel joueur, mais c'est une autre chose de s'attaquer à la personne comme telle. Là. C'est beau de critiquer comme fan de hockey, mais c'est sûr que c'est toujours déplacé puis c'est toujours désagréable quand on sort du cadre hockey puis qu'on parle des individus comme tels quand on fait des commentaires. Donc c'est sûr que je sais que c'est pas juste Bob Desjardins, n'importe qui dans la ligue qui voit ce genre de choses-là, veut pas, ça l'affecte les gens. Là. Donc, je pense que c'est matière à réflexion par rapport à ça. Puis Bob Desjardins avait évoqué aussi une certaine fatigue. C'est sûr qu'avec les deux postes, il était pas mal occupé. Je pense qu'il y avait d'autres fonctions peut-être dans le hockey dans sa région. C'est ça également, il faisait pas juste. Bob Desjardins ne fait pas juste la Ligue la Ligue nord-américaine non plus. Il s'occupe de beaucoup d'autres choses dans la région au niveau hockey. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de chapeaux en même temps. Une autre nouvelle démarquée, Bob Desjardins qui, en faisant son annonce également, dit qu'Alexandre Picard, le capitaine, la blessure était moins sérieuse que prévu, devrait être de retour en fin de semaine prochaine. Donc, la façon dont il est marqué présentement, c'est une excellente nouvelle. Le club allait bien quand même, malgré l'absence de Picard, mais là, ils viennent leur meilleur joueur, dans le fond, il va revenir dans l'alignement. Donc, quand même, c'est dommage le départ de Bob Desjardins, mais quand on regarde l'ensemble des choses, les Marquis, c'est quand même une équipe pour laquelle ça va bien en ce moment. Il y a eu une nouvelle aussi que Francis Veropol ne reviendra pas cette saison. C'est ça, officiellement. Là, donc, n'a pas fermé la porte à un éventuel retour l'année prochaine, mais dit que c'est pas, mettons, pas dans ses priorités, là, puis qu'il ne serait pas surpris que ça soit une retraite non officielle qui va s'officialiser dans les années futures quand il ne reviendra pas. Mais dans le fond, ça va être à voir. Mais il veut se concentrer le plus sur sa vie personnelle présentement. Puis on comprend. C'est une question de blessure aussi. Là. Je pense qu'il effectivement, rendu Veropol quasiment mi-trentaine, c'est quand même un âge où si on a beaucoup de blessures dans notre carrière, on ne veut pas non plus prendre trop de risques inutiles rendus à ce stade-là. Voilà, donc voilà pour Bob Desjardins. Si on parle un peu du personnel, c'était la séance de signature terminait là, juste après le podcast de la semaine dernière que ça se terminait. Donc, il y a eu 2 signatures. Jonathan Joannette qu'on avait annoncé ça s'était officialisé pendant le podcast. Finalement, il y avait la rumeur qui courait depuis quelques semaines de Francis Paris avec le Cool FM. Il y a là le Cool FM qui lui a offert un essai, dans le fond, pendant la fin de semaine. Francis Paris qui a dit « OK, c'est beau, je vais venir jouer les matchs de la fin de semaine avec l'équipe », puis qui allait comme prendre sa décision par la suite. C'est un peu ce que entre les branches, là, on a su au niveau du Cool FM. Puis, quand même très bien fait. 2 points, 2 matchs, un but, une passe. Également, un tir. On a vu son tir redoutable là, contre Guillaume Dessel, là, qui, je pense, doit s'en rappeler. Là. Dans le fond, le tir a pratiquement traversé Guillaume Dessel, puis Mathieu Gagnon a complété pour faire un bon arrière, mais c'était tout un slap shot, comme on dit. Fait que, on voit déjà qu'il y a déjà un impact en 2 matchs seulement avec le Cool. Puis là, on a annoncé tout. Dans le fond, c'est frais, c'est chaud, sorti du four. C'est ça. Donc, qui a pris sa décision, qui va finir la saison avec le Cool. Donc, vraiment une grosse nouvelle. C'est un attaquant de premier plan qu'on vient d'aller chercher à Saint-Georges. Également, moi, je trouve que c'est quand même une situation identique à Mathieu Roy l'année dernière, qui est devenu rapidement un des meilleurs défenseurs de la Ligue, pratiquement. Mathieu Roy qui arrive en fin de saison, dit « OK, c'est beau, je vais venir essayer un week-end avec le Cool, puis dans le fond, après ça, décide de terminer la saison. Puis là, il est encore là cette saison, puis il a vraiment beaucoup aimé ça. Donc, c'est peut-être la même chose, une belle histoire comme ça que Francis Paris va pouvoir nous raconter dans un an à quel point il a tombé en amour avec la Ligue nord-américaine de hockey. Fait que, en tout cas, une grosse nouvelle pour le Cool FM, bonne signature. Voilà, si on complète rapidement là, les autres nouvelles, bien, une petite suspension qui est annoncée, Derek Parker pour son assaut qu'il avait eu sur Patrick Bordelot, le
l'annonce est tombée. Là, c'est 2 matchs de suspension qu'il va devoir purger pour ça. Ensuite de ça, un petit plateau qui était atteint. Quand même un plateau assez impressionnant, surtout pour le genre de joueur qu'il est, mais Chris Cloutier, un 450e match dans la Ligue nord-américaine. Les joueurs qui ont son rôle, c'est pas un rôle qui est facile. On va à la guerre plus souvent qu'autrement dans son cas. Puis, dans le fond, un 450e match, tu l'as dit, dans le post, justement, il avait commencé, je pense, en 2004-2005 avec les Chiefs de Laval, les défunts Chiefs de Laval dans le temps. Je me rappelle l'année passée, il nous avait raconté également son premier combat contre Joël Thériault qui ne savait pas c'était qui, puis qui s'en est rendu compte assez rapidement. C'est des anecdotes comme ça d'en avoir à pelleter. En tout cas, lui qui est encore en forme puis qui fait lever la foule au Palais des Sports depuis le début, dans le fond, depuis l'année passée. Donc, continue son bon travail. Un autre ancien River Kings de Cornwall aussi, comme on a vu sur la photo. Ouais. Donc, voilà. Vraiment, d'autres nouvelles rapidement là, les joueurs du mois ont été annoncés la semaine dernière. Le joueur offensif du mois, c'est Yannick Tiffu, qui a connu un mois vraiment incroyable et rendu le premier pointeur de la Ligue grâce à son mois. Ensuite de ça, à la défensive, on pourra lui en parler. C'est Nathan Larose qui va être avec nous dans quelques minutes. Lui aussi, là, qui connaît de très bons moments avec les Pétroliers du Nord. Même si l'équipe est dans une petite phase plus à vide. Ça aussi pourra nous en parler là, après la grande séquence de victoire. Et puis le joueur, la recrue du mois, ça aurait pu être Nathan Larose, mais je pense qu'on a décidé, au lieu de donner tous les prix à lui, de choisir quelqu'un d'autre. Donc, Carmine Anthony, son coéquipier Pagliarulo, le gardien qui a été la recrue du mois. Et puis les joueurs de la semaine... Un autre gardien recru, un autre qui est venu au podcast la semaine dernière, qui a connu un très bon départ en fin de semaine, Tristan Côté-Cazenave, qui a obtenu la 3e étoile. Dans le fond, 968 d'efficacité, a donné seulement un but dans la victoire du D3L contre l'Assurancia. Christian Ouellette, qui est allé d'un tour du chapeau à Jonquière vendredi soir. Et Raphaël Bussière, 3 buts, 2 passes. Qui, dans le fond, Raphaël Bussière connaît une très, très bonne saison. Là, a marqué les 2 buts, a marqué un but avec 2 secondes à faire au match pour marquer ensuite le but en prolongation pour permettre à Montcalm de gagner. Quand même, c'est une situation assez incroyable. Puis Raphaël Bussière, je l'en parlais un peu là, parce qu'il connaît toute une saison. La saison qui est loin d'être finie, qui est déjà seulement à 1 point de son plus haut sommet en carrière de points dans la Ligue nord-américaine. Il y a 8 buts, 21 passes pour 29 points présentement. Son sommet, c'est 30 points. Donc, lui qui connaît une excellente saison là, avec les bâtisseurs de Montcalm. Donc, toute une trouvaille des bâtisseurs là, qui contribuent grandement au succès de la nouvelle équipe là, dans la Ligue nord-américaine. Yes. Donc, voilà, deux dernières petites nouvelles, vite, pas faire trop attendre Nathan. Mais vendredi, à Montcalm, on va avoir un match spécial, un match pour l'autisme. On va arborer un chandail spécial du côté des bâtisseurs de Montcalm qui vont être mis aux enchères après la rencontre pour pouvoir ramasser des fonds, justement, là, pour une fondation pour l'autisme. Malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas le nom de la fondation sur le bout de la langue. La traversée, je pense. Non, c'était Sorel la semaine dernière. Ah ouais? OK. Donc, c'est le fun de voir Montcalm déjà, là, leur première année, effectuer des matchs spéciaux comme ça. J'ai hâte de voir le chandail. Ça risque d'être toujours le fun niveau chandail. Et tu parlais de la traversée. Ben, ça fait un lien aussi, je voulais le mentionner, que pour l'encan sur les chandails spéciaux des Épériers de Saint-Tracy, je ne sais pas si tu avais la photo. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance Non, c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les voir, c'était un très beau chandail aux couleurs des Blues de Saint-Louis, le bleu et jaune. L'encan qui se termine demain soir à 8h sur la page Facebook des Épériers de Sorel-Tracy. Donc, allez-y. Je sais que le chandail de David Lacroix, même s'il n'a pas pu jouer, dans le fond, il avait déjà été fait. Donc, il est à l'encan. C'est le chandail qui est le plus... dans le fond, qui est la plus grosse mise jusqu'à présent. Je pense que c'est 1 000 si je ne me trompe pas. Donc, inquiétez-vous pas, ceux qui veulent miser, là, les encans, ça part à 75 $. Puis, c'est pas tous les chandails sont loin d'être à 1 000 comme celui de Lacroix. C'est vraiment de loin le plus élevé. Mais s'il y en a qui veulent aller miser là, avant demain
20 heures pour aller avoir la chance de se procurer un de ces chandails-là, là, vous pouvez y aller. Donc, voilà. Et puis, on a l'annonce, justement, là, on va en parler plus tard, mais on a l'annonce également à faire après l'entrevue avec Nathan Larose. Ouais, il y avait aussi, j'avais une petite annonce de mon côté par rapport aussi aux éperviers. C'est les lettreurs officiels là, des éperviers Decalco Design là, qui vont offrir les autocollants. Donc, comme ça ici, là, à l'entrée du Colisée Cardin lors des matchs à domicile seulement. Donc, vous allez pouvoir vous procurer, je crois que c'est 2,5 piastres pour les petits autocollants, 5 piastres pour les plus gros. Effectivement. Puis, tous les fonds vont aller au GoFundMe à David Lacroix. GoFundMe à David Lacroix qui, et je pense qu'on a dépassé le cap des 20 000 David Lacroix qui a fait une annonce également, là, qui a parlé aux gens. Je pense que c'était avant hier ou en fin de semaine là, sur les réseaux sociaux. Elle a dit justement qu'elle allait prendre une pause des réseaux sociaux parce que là, c'est traitements expérimentaux qui est un peu la chance qu'il a là, de pouvoir se battre le plus possible contre la maladie. Il commençait justement en fin de semaine. Donc, puisque ça va demander beaucoup d'énergie de sa part, là, décider de mettre toutes ses forces là, de ce côté-là et puis de se concentrer là-dessus et de prendre une pause des réseaux sociaux. Donc, pour les prochaines semaines, j'imagine qu'on risque d'avoir des nouvelles d'ici 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Lacroix a quand même été toujours proche de ses fans, là, de son public, mais présentement, là, il va travailler fort à combattre la maladie, puis on le connaît, il va donner tout ce qu'il a. Donc, nos pensées sont encore avec lui. Là, et puis, j'ai rajouté là, dans les commentaires, le GoFundMe, j'ai remis le lien s'il y a des gens qui voudraient faire des dons pour les traitements expérimentaux de David Lacroix que Dave vient de parler. Yes. Donc, sur ça, oui. Ça complète. Pour le tour d'horizon dans la LNAH. Il y avait Yann Gaudreau qui disait si on veut répéter la question, là, on pourrait en parler un petit peu plus tard. Ah, ben ouais, j'avais pas le nom. L'organisme pour l'autisme, le match des bâtisseurs de Montcalm. J'ai vu qu'il y a quelqu'un des bâtisseurs là, qui a dit salut à vous tantôt. Ouais, donc s'il y en a qui fait la réponse, on pourra nommer Tu peux vous aussi écrire peut-être dans les commentaires. Yes. Effectivement. Donc, on va y aller avec notre invité, Nathan Larose. Et voilà. Salut Nathan, ça va? Hey, ça va bien, vous autres, les boys? Yes, ça va bien, merci d'être là. On t'a pas trop fait attendre. non. That's it. Donc, on s'en est parlé, Nathan, un petit peu en pré-show, mais on t'a invité ici. D'abord, merci de te prêter au jeu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben ouais, merci à vous autres. J'ai hâte de jaser tout ça, vous autres. Yes, puis je suis sûr que aussi les partisans sont impatients d'en savoir un petit peu plus sur cet excellent défenseur qui vient d'arriver dans la Ligue cette année. Ouais, c'est sûr que... Non, c'est super fun, je trouve. Honnêtement, je suis super content de ma décision encore une fois. Je sais pas comment en parler ce soir, là, mais je suis super content. Oui. Parfait. On va en parler. Donc, sinon, on va peut-être faire un petit tour d'horizon, peut-être pour que les gens apprennent ton parcours, voir un peu où est-ce que tu es allé. C'est sûr que tu es encore un jeune joueur, mais tu as quand même connu une grosse carrière dans le junior majeur. Donc, commencer là, avec les Saguenay de Chicoutimi. Corrige-moi si je me trompe, là, mais à 16 ans seulement ou à 17. Ouais, ben j'ai commencé à 16 ans. Dans le fond, j'ai joué 7 matchs, je pense. Je ne me trompe pas, à 16 ans. Dans le fond, j'ai joué la majeure partie dans le Midget 3 avec les Vikings, mais j'ai remplacé quelques matchs avec les Saguenay à 16 ans. C'est quand même, je trouvais, c'était quand même spécial. Tu étais repêché à 15 ans, deuxième ronde, mais tu jouais Midget Espoir. Ouais, ça a été un parcours un petit peu atypique, là, si on veut, pour quelqu'un, mettons, qui sort en deuxième ronde. C'est sûr que
honnêtement, l'équipe pas à Laval, je m'en laisse à Laval, les Vikings était pas mal. Honnêtement, il y avait des bons joueurs. Pas mal tous les défenseurs avaient été repêchés. Puis la grosse majorité revenait pour l'année d'après. Fait qu'il y avait pas, honnêtement, il n'y avait pas grand place. Je pense qu'il y avait une personne qui avait fait le midget à 15 ans, dans le fond. Puis c'était à l'attaque. Fait que non, puis même, honnêtement, je pense que ça a été mieux pour mon développement que j'aille jouer midget espoir que de jouer midget 3 parce que j'ai eu du temps de glace. Honnêtement, je jouais dans toutes les facettes. Puis on a gagné la Coupe Dodge. Fait que ça, honnêtement, j'ai pris beaucoup de confiance. J'ai pu participer au Combine aussi, la GMQ. Fait que ça, honnêtement, je pense que ça a été meilleur pour moi, pour mon développement personnel de m'en aller midget espoir que de jouer midget 3. Okay. Là, dans la GMQ, justement, tu as joué quelques matchs avec les Saguenay-Chicoutimi pour te ramasser là, avec les Sea Dogs de Saint John l'année suivante. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu as été transigé là-bas? Ouais, dans le fond, je suis arrivé au camp au Saguenay, dans le fond, pour mon année de 17 ans. Fait que puis directement à la date limite des transactions, tout avait été fait. Dans le fond, j'avais été confirmé dans l'équipe. Je parlais avec les dirigeants, tout était beau. Même, j'étais rendu à l'école, j'étais au cégep, je me rappelle quand Yannick Jean, DG coach, m'avait appelé, puis il m'a dit « T'es-tu capable de venir à l'aréna? » Fait que là, en tout cas, toutes les questions se mettent à te poser dans ta tête, puis tu te dis non, ce qui se passe, Là, tu regardes un peu partout, Twitter, Facebook, quoi que ce soit, puis c'est là qu'il m'avait annoncé qu'il y avait besoin d'un goaler parce qu'il y avait un des gars qui avait décidé de partir. Fait qu'il m'avait transigé à Saint John pour 3 choix, si je me rappelle bien. Puis, non, honnêtement, c'est sûr que c'est difficile sur le coup, là, parce que tu es encore mineur, puis tu te rencontres des dirigeants assez haut placés qui ont de l'expérience. C'est des personnes en autorité, fait que c'est sûr que, surtout quand à 17 ans, c'est un peu bizarre de te ramasser dans l'avion, tu te ramasses dans une province que tu n'as jamais été. Fait que c'est le hockey, surtout, mettons, tu te dis, des fois, c'est un peu ingrat, c'est sûr, à ce niveau-là, que c'est une business, mais j'ai dit ça, mais honnêtement, j'ai rencontré une super belle famille de pension là-bas, des bons gars que je parle encore en ce moment, fait que j'ai dit ça, mais honnêtement, c'est des moments que je vais me rappeler toute ma vie. Tu parles d'autres provinces, mais si on regarde, tu as joué pour les Sea Dogs dans une province, mais les Eagles au Cap-Breton également. Dans une province, ouais. Donc, tu as été. Je me rappelle, je suis passé de Saint John au Cap-Breton, puis là, j'étais là, c'est donc bien loin. Je me rappelle, mes parents capotaient un peu. Le moment était là, c'est pas de bon sens, c'est tellement loin. Puis honnêtement, ça a été les meilleures années de ma vie. Là. On a tellement eu du fun. C'est une petite ville, tout le monde se connaît un peu alentour. Le monde extrêmement généreux là-bas. C'est très laid back, comme on peut dire en anglais. C'est très. Comme la vibe est très, très au ralenti un petit peu. La population est assez vieille. Fait que c'est très. Pas vieux en tant que tel, mais c'est. Honnêtement, c'est un autre beat de vie. C'est pas comme si à Montréal où t'es tout le temps sur le go. Puis tout le monde a quelque chose à faire là-bas. C'est assez relax. Fait que ça a été. Vraiment, j'ai rien à dire sur mon parcours. Je changerais rien. Est-ce que tu dirais que ça a pu peut-être t'aider dans ton développement personnel de t'expatrier dans d'autres provinces, dans des milieux qui parlent, des milieux anglophones? Ouais, c'est sûr que j'étais quand même assez à l'aise en anglais quand je suis parti de la maison assez tôt. Mais non, c'est sûr que je veux dire, tu développes rapidement. Tu deviens, moi, je trouve mature assez rapidement en termes de. Tu es un peu un nomade, là, tu pars de la maison, puis tu te retrouves dans une famille de pension que tu n'as jamais vue. Puis tu dois un peu t'habituer rapidement au mode de vie qui s'en vient devant toi. Fait que c'est sûr que, honnêtement, pour le développement personnel, je trouve que ça a été très gagnant à ce niveau-là. C'est quoi, disons, selon toi, le plus gros choc? Un petit gars de la Rive-Nord de Montréal là, qui se ramasse justement d'une autre province qui n'a jamais été, ça parle anglais. C'est quoi le plus gros choc pour toi quand tu es arrivé là-bas? Plus gros choc, honnêtement, je dirais
le mode de vie. Parce que, tu sais, je veux dire, la région de Montréal, puis même au Québec en général, tu sais, je veux dire, t'as des grosses autoroutes, t'as du trafic, peu importe où est-ce que tu vas, tu vas avoir des gros buildings. Fait que c'est... Quand tu te ramasses, mettons, à Saint John, où est-ce que j'étais, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, downtown, c'est considéré comme... C'est comme le downtown, mettons, que j'avais ici à Mirabel. Fait que c'est sûr que c'est vraiment différent en termes de culture, je trouve. C'est un milieu anglais, comme on dit. Ici, c'est plus assez bilingue. Fait que je dirais la culture, la coutume, c'est très différent du Québec à ce niveau-là. Fait que... mais tu sais, je dis pas ça en mal non plus. Je veux dire, moi, j'ai adoré ça. Puis aussi, tu sais, vraiment, le monde est très généreux là-bas de leur temps, de la façon dont ils traitent les gens. Honnêtement, j'ai jamais rencontré du bon monde comme ça de toute ma vie. Peu importe c'était quoi, il y avait toujours du temps. Peu importe c'était quoi la demande, ou peu importe ce que tu voulais faire. Tout le temps, la famille de pension, les amis, peu importe qui tu rencontrais, tout le monde était super généreux, super accueillant. On a quelques questions là, dans le chat. Quelqu'un, je nomme pas son nom, mais qui dit qui est le meilleur joueur portant le numéro 27 avec qui tu as joué? Je me demande c'est qui a posé ça. Hein? Ouais. Salut, Dom. Si c'est lui. Ouais. Oh, bonne réponse. Puis Loïc Léveillé aussi qui dit salut Nate, viens-tu à la pratique optionnelle demain pour pratiquer ta shot? Aïe, aïe, aïe. Salut les boys. Ça fait plaisir de vous parler. Puis moi, je voulais savoir un peu. Là, on a parlé d'un peu où ce que tu es passé, Saint-Jean, pour tu as fini ta carrière junior, Cap-Breton. Cap-Breton, vraiment, c'est là où, disons, tu as explosé, là, que tu as connu tes meilleures années dans le junior, quand on regarde tes stats, ça tape à l'œil. C'est quand même des super stats, beaucoup de buts comme défenseur. Qu'est-ce qui fait que, justement, ça a débloqué rendu là-bas? C'est-tu... parce que ça allait bien avec le coach, c'est-tu parce que c'est toi qui maturais puis que ta game s'améliorait? C'est quoi un peu qui fait, selon toi, là, que tu as eu ce déclic-là puis que vraiment, au Cap-Breton, tu es devenu un des meilleurs défenseurs de la Ligue junior majeure du Québec au complet, pratiquement? Ouais, en fait, à mon année de 18 ans, c'était mon année de repêchage. Fait que j'ai commencé l'année à Saint John, puis... en tout cas, ça allait pas super bien. On était une équipe assez jeune. Puis leur mindset était plus de mettre en valeur leurs jeunes, ce qui était honnêtement super bien parce que, comme on a vu, je veux dire, ils ont gagné la Coupe Memorial. Fait que c'est sûr que ça s'est bien passé à ce niveau-là. Fait que je trouve que j'avais besoin de changement. Fait que j'ai demandé un échange. C'est là que je me suis retrouvé au Cap-Breton. Puis, en tout cas, on avait quand même une belle équipe. On a quand même été quand même loin en série. Là. On a perdu contre Rimouski, mais... fait qu'après ça, en tout cas, j'ai pas été repêché, mais j'ai été invité au camp des Blues de Saint-Louis. Puis c'est là, je trouve que j'ai comme gagné en confiance parce que je suis arrivé au camp, puis là, c'est sûr que tu te dis, crime, il y a des gros joueurs qui sont draftés première ronde. Il y a même des gars qui avaient joué dans la NHL qui se retrouvaient là. Puis en tout cas, de compétitionner avec eux autres, puis de voir que tu avais un peu ta place là-dedans. Tu fait un camp de développement ou tu es allé au camp aussi pour... J'étais allé au tournoi des recrues, puis après ça, dans le fond, après ça, c'était le main camp après ça, puis ils ont coupé tout le monde à part leur draft pick, là, fait que tous les gars qui étaient invités ont quitté, là, mais juste l'expérience de... Je pense que c'était une semaine et demie qu'on a passé au total. Juste ça honnêtement, comme, ça a fait du bien à la confiance, honnêtement. Tu te dis, crime, j'ai ma place avec ces gars-là, puis il n'y a personne qui peut m'enlever que j'ai été à ce camp-là. Je veux dire, j'ai reçu une invitation, c'est peut-être pas pour rien aussi. Fait que je trouve que c'est là que c'est vraiment que ça a décliqué. Puis les 2 années d'après, années 19 ans, 20 ans, on avait une grosse équipe à 19 ans. On avait beaucoup de punch à l'attaque. Le coach qui est arrivé, ça a super bien cliqué avec tout le monde. Fait que je trouve qu'on jouait en confiance, moi inclusivement là-dedans. Fait que ça
je trouve que ça a super bien été. Puis à 20 ans, encore plus après ça, parce que c'est sûr que l'âge a un effet là-dedans. C'est sûr que quand tu te rends à 19-20 ans dans la ligue, puis tu joues contre des gars plus jeunes que toi, c'est sûr que tu as peut-être un edge sur la compétition, mais non, c'est sûr que avoir beaucoup de temps de glace, sentir que le coach te fait confiance, puis sentir que tu as confiance en tes moyens, c'est une combinaison gagnante. Fait que c'est sûr qu'à 19-20 ans, je trouve que j'ai connu deux bonnes saisons. T'avais-tu eu des camps ces années-là aussi, ou c'était juste l'année d'avant avec les Blues? Ouais, dans le fond, j'ai fait les Blues à 18 ans. À 19 ans, dans le fond, ça avait été le COVID. Fait que, Ouais, le camp, je pense que ça s'était reporté même en décembre. Les camps, c'était juste seulement les joueurs repêchés. Puis, après ça, à 20 ans, dans le fond, l'été d'après, j'ai été au camp des Ducks quand j'ai signé professionnel. Puis, parlant un peu, on a comme un peu pas le choix d'en parler, là, de la COVID. Tu es quand même un de ceux qui, justement, ton développement puis ton pic du junior majeur est comme arrivé en plein milieu de la COVID. Tu connaissais une super saison quand ça a coupé mort au mois de mars. L'année suivante, saison écourtée, mais tu as quand même réussi à connaître une super saison malgré l'année 33 écourtée. points en 31 games pour un def, c'est quand même quelque chose. Exact. Puis en plus, vous aviez le gros club, s'il y avait eu des séries, peut-être que tu aurais pu te faire voir encore plus là-dedans, si tu avais connu des bonnes séries. Toi, personnellement, comment tu l'as vécu que justement ça arrive, ou est-ce que peut-être que tu avais, si on veut, ta meilleure chance d'ouvrir encore plus les yeux d'équipe de la Ligue nationale, disons, là? Ouais. Dans le fond, le COVID est arrivé dans le fond mon année de 19 ans. Fait que, dans le fond, l'année avant mes 33 points, là, ça, c'était l'année que ça a coupé short. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, cette année-là, ça a été vraiment bizarre parce que je me rappelle, j'étais en pension avec un des gardiens de but qu'on vivait ensemble. Puis on voit que la NBA, la saison est écourtée, il n'y a plus de saison. Puis on est si la NBA, il n'y a plus de saison, nous autres, c'est sûr qu'il n'y a plus de saison. Fait que, comme de fait, on s'en allait à Charlottetown, puis il n'y avait plus de saison. Fait que c'est sûr que. On avait le gros club, puis je pense qu'on aurait pu se rendre au moins en demi-finale, finale, puis potentiellement gagner. On avait vraiment un gros club, puis la chimie avec les gars, ça allait super bien. Fait que c'est sûr qu'au niveau personnel, c'est sûr que plus tu te rends loin, plus les yeux sont fixés vers l'équipe. Fait que c'est sûr que personnellement, ça aurait pu causer autre chose. On ne sait pas c'est quoi que l'avenir aurait été c'est quoi que l'avenir avait été si on aurait pu se rendre en série. Fait que, mais tu sais, moi, je me dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, je veux dire, c'était pas seulement moi dans le même bateau. Là. C'est sûr qu'il y a d'autres joueurs dans le monde qui connaissaient des bonnes saisons, qui ont dû écourter ça. Là. Fait que je me dis que si c'était pour arriver, c'est arrivé. Mm-hmm. Puis ensuite est venu finalement là, le camp avec les Ducks. Ça s'est bien passé. Signature. Ouais, ben dans le fond, j'ai signé avant. J'ai signé avant d'aller au camp. Là, fait que, OK. Dans le fond, l'été, tu sais, ça a été un peu late, là, ma signature. J'ai signé, je me rappelle pas quand, là, mais j'ai signé un peu late, là, considérant les circonstances. Là, mais dans le fond, j'avais signé avec l'Université du Nouveau-Brunswick, U Sports avant. Dans le fond, j'avais signé avec U Sports, puis je leur avais dit, écoutez, je vais venir si jamais j'ai pas de contrat, là, c'est certain. Mais ma priorité, c'est vraiment un contrat pro. Puis si ça donne, ben, je vais probablement prendre cette option-là avant l'école. Fait que, comme de fait, j'ai eu une offre fin de l'été, je dirais. Puis j'étais super content d'avoir la chance de jouer potentiellement dans la Ligue américaine. Puis j'ai aussi joué dans l'East Coast en même temps. Fait que ça. C'était une expérience de vie. Puis.
c'est peut-être pas terminé non plus, mais en tout cas, ça reste à voir. Mais non, honnêtement, c'est sûr que tu te dis quand t'es jeune, t'aspires à ça, c'est certain, le nombre d'heures que tu mets là-dedans, puis le plaisir que tu as à jouer, c'est sûr que tu veux aspirer à potentiellement gagner ta vie à jouer au hockey. Fait que c'est vraiment cool l'année passée. Tu as joué 22 parties dans la Ligue américaine avec les Ghosts de San Diego, club école des Ducks, et aussi avec les Oilers de Tulsa dans la East Coast League. Quand même, eu des bonnes statistiques aussi, 17 points en 21 parties. Qu'est-ce que tu retiens peut-être de cette année-là, première année pro? Tu as dû côtoyer des bons joueurs aussi, prendre encore de l'expérience? Ouais, vraiment, honnêtement. C'est un autre monde, là. Je veux dire, tu rentres au niveau professionnel. Il y a l'argent qui rentre en ligne de compte. Il y a des gars qui font des millions de dollars. Là. Fait que c'est sûr que c'est un autre business. Là. C'est pas le hockey junior où est-ce que tu fais quelques centaines de dollars par semaine. C'est vraiment un autre business. Là, mais non, c'était honnêtement. Pas de l'argent de poche. C'est pas. Ouais, je parle pas personnellement, c'est sûr. Là, je veux dire, juste l'effet de grosseur en termes des arénas, les dirigeants, ces affaires-là, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais encore une fois, faut que tu te dises, j'ai signé, j'ai quand même ma place là. Fait que tu essaies de faire ton bout de chemin là-dedans. Mais non, c'est sûr que quand tu es au camp des Ducks, puis tu t'en vas dans le spa, puis je veux dire, tu es assis à côté de Ryan Getzlaf, tu te dis que c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Fait que c'est sûr que c'est. Non, c'est des expériences de vie. Je veux dire, c'est vraiment. Je veux dire, on était choyés. Je veux dire, on avait de la nourriture, tout était fourni. C'était vraiment. Tu t'en vas là, puis tu es traité comme un pro. Puis c'est vraiment. C'est un autre monde. C'est sûr que. C'est sûr qu'on a travaillé pour être là, puis on est choyé de pouvoir vivre des expériences comme ça, mais au niveau personnel, j'ai grandi. J'ai appris à vivre seul pendant un an dans un pays que j'avais jamais vécu. Puis, je pense que ça fait juste me grandir en tant que personne. Avec les moins 40 des derniers jours, tu dois regretter un peu que tu avais le pied dans le sable l'année passée. Ouais. Ah, ça, c'était pas un trippant, ça. Ma famille était pas mal jalouse de ça. Ouais, Tulsa aussi, c'est en Oklahoma. Fait que j'imagine l'hiver fait pas très froid là, non plus. Doit faire beau là-bas aussi, même si c'est pas la plage, là, c'est pas San Diego. Ouais. Mais, non, c'était pas super. On a eu de la neige peut-être une semaine gros max, là, le temps que j'étais là. Je voulais savoir aussi également, quand je regarde tes statistiques l'année dernière, ça a bien été dans East Coast. Au niveau de Tulsa, ils sont quand même qualifiés pour les séries éliminatoires, mais toi, je pense que tu n'as pas joué en séries éliminatoires. C'est-tu parce que tu étais encore dans la Ligue américaine quand c'est arrivé, ou c'est quoi un peu la raison pourquoi tu n'as pas pu jouer en série avec Tulsa? Ouais, ben en fait, c'est ça, j'étais avec les Gulls dans ce temps-là. Là. Il y avait. En tout cas, on avait beaucoup de blessés en haut avec. Dans le fond, c'est vraiment. Ça part d'en haut, ça part avec Anaheim. Après ça, c'est les Gulls. Puis, ça va comme ça. Fait qu'il y avait des blessures en haut dans la Ligue nationale. Fait que là, ça cause que les gars montent. Fait que là, ça fait un peu l'effet domino. Fait que j'ai resté avec les Gulls pendant les séries. Ça, dans le fond, ça m'amène un peu à mon autre question, parce que quand on regarde ton parcours, tu en as eu un peu dans le midget, t'as eu une run que tu as pu avoir, parce que les autres, ça a été comme cancellé à cause du COVID, donc tu as eu une run en série avec le Cap-Breton. Là, cette année, c'est comme, ça fait longtemps que tu n'as pas eu la chance de goûter à des séries. Comment est-ce que tu commences-tu déjà à y penser un peu avec les pétroliers, ou on verra rendu là? Comment est-ce que tu vois ça? Parce que ça risque d'être le fun pareil, vu que ça fait longtemps. Là. Ouais, c'est sûr que. Non, honnêtement, c'est. Toutes les circonstances, je dirais, le hockey junior, ça. J'ai pas vraiment eu la chance de jouer autant de games de série que ça. Fait que. C'est sûr que ça fait un bail, là, c'est sûr, mais. Écoute, je pense que. Là, c'est sûr que ça va pas super bien
dans les dernières semaines, là, mais je pense qu'honnêtement, on a une bonne équipe puis on pourrait faire un peu de dommages en série. Ça, je suis certain qu'on sont réussi à retrouver le chemin de la victoire, mais comme je dis, toute bonne équipe passe par un petit slump pendant la saison. Fait que non, c'est sûr que c'est excitant. Je veux dire, si on a la chance de, je pense qu'avec la bonne équipe qu'on a et les additions qu'on a faites, je pense que ça peut regarder bien pour les prochains matchs puis les mois à venir. Si on recule peut-être de quelques mois, c'est arrivé avec les Pétroliers en novembre, là, mais suite à ta saison pro, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une remise en question? On s'en est parlé un peu en pré-show, là, mais si tu peux nous raconter un peu le cheminement qui a fait que finalement là, tu t'es joint aux Pétroliers? Ouais, dans le fond, je suis revenu de ma saison pro ici chez mes parents. Puis, j'avais un peu des doutes à ce que je voulais faire l'année d'après. C'est sûr que en étant signé sur un contrat two-way qu'on appelle, dans le fond, à mes Ligue américaine, East Coast League, ça fait que tu es facilement bougeable un peu dans la hiérarchie. Dans l'échiquier, ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile un peu de jamais être certain de ma place, puis toujours être un peu en question. Si tu fais une erreur, je vais être descendu ou quand est-ce que je vais remonter. Il me semble que ça va bien, je devrais peut-être remonter. Fait que un peu ce dilemme-là de tout le temps avoir, j'ai trouvé ça un peu difficile. Même si j'ai adoré ma saison, je me disais que si j'avais un contrat one-way dans la Ligue américaine ou un contrat peut-être en Europe qui avait un peu de bon sens, ben, que j'allais y aller certainement. Mais en tout cas, je me disais que ça valait plus la peine de faire mon diplôme universitaire. Fait que là, j'ai contacté l'Université de McGill. Je leur ai demandé s'ils étaient intéressés un peu à m'avoir dans leur équipe. C'est sûr que comme on en a parlé avant, j'avais pas le droit de jouer dans le fond, là, vu que j'ai joué une saison complète professionnelle. Il aurait fallu que je sois sur le banc dans le fond pendant un an complet. Fait que j'aurais juste eu le droit de pratiquer avec l'équipe. Ce que j'ai fait pendant 2 mois. J'ai commencé en septembre, puis jusqu'en novembre, dans le fond, j'ai fait ça. Puis c'est ça. Dans le fond, je complète mon diplôme en ce moment à temps plein. Puis je trouvais que, dans le fond, c'est là que l'idée de venir jouer senior m'est passée. Dans le fond, il y a un de mes meilleurs amis, au fond, son père, c'est un adepte du hockey senior, puis il me dit, Crème, Nate, je te le dis, genre, ça vaut la peine, tu vas voir, c'est du bon calibre, c'est plus ce que c'était, c'est pas seulement de la bagarre. Ouais. Puis, excuse-moi de te couper, mais je trouve ça spécial ce que tu dis parce que c'est toi qui as pensé avant qu'une équipe de la Ligue nord-américaine te contacte en premier? Non, ça. Non, ok. Tu avais déjà eu des mondes. Ouais, j'ai eu beaucoup de textos, beaucoup d'appels. Puis, moi, je me disais qu'il n'y a aucune chance de jouer là. En tout cas, parce que je connaissais pas ça, parce que je n'étais pas éduqué à la Ligue. Était quoi? J'étais allé voir un match il y a peut-être 10 ans, puis je veux dire, la Ligue a énormément changé. Ouais, même là, 10 ans, c'était pas pareil. Ouais. Fait que, en tout cas, pour revenir un peu à l'histoire, dans le fond, il me dit, Crime, viens voir une game. Je te jure, tu vas dire, Crime, ça a quand même du bon sens. Puis, comme de fait, je suis allé voir une game, puis en tout cas, je connaissais un peu Robin, puis propriétaire des Pétroliers. Fait que, en tout cas, on s'est contacté, puis j'ai dit, s'il y a une possibilité, peut-être que je vienne jouer, puis comme de fait, ils m'ont accueilli à bras ouverts, puis honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça en termes de connexion que tu bâtis avec les gars, puis parce que c'est sûr que tout le monde a un mode de vie différent, là. C'est sûr que il y en a qui travaillent, il y en a qui vont à l'école, donc c'est sûr que combiner école à temps plein avec les gars aussi qui travaillent à temps plein, c'est sûr que c'est un mode de vie différent. Fait que je m'attendais vraiment pas à bâtir des connexions comme ça avec les gars. Puis honnêtement,
encore, comme j'ai dit, extrêmement content de ma décision. Puis ça, en tout cas, moi, je trouve que ça va super bien. Mais il y a de plus en plus de joueurs aussi qui ont un peu le même parcours que toi en ce moment, là, qu'on a reçu aussi dans les autres émissions du podcast, que justement, l'opportunité de pouvoir étudier puis de jouer en même temps, c'est ça qu'on est capable de concilier avec la Ligue nord-américaine. Mais c'est en quoi tu étudies en ce moment? Dans le fond, je suis en relations industrielles à l'Université McGill. Ça combine un peu de tout, le management, économie, ressources humaines. C'est assez vague, parce que honnêtement, je ne suis pas certain de ce que je veux faire dans le futur. Là, je me suis dit que ça va être un bon programme à faire. Parfait. Puis là, tu as mentionné justement, ben là, présentement, tu priorises les études. Mais ensuite de ça, tu sais pas trop, donc tu quand même, tu as encore un peu le rêve une fois que tes études sont terminées, tu as quand même un bon niveau de pouvoir gagner ta vie en jouant au hockey pendant une certaine période de temps, parce qu'on l'a déjà vu. C'est sûr que l'exemple qui revient souvent, je ne sais pas si tu connais Samuel Laberge, qui est venu jouer un an à Sorel, après ça, il est rendu dans la Ligue américaine, a signé même un contrat one-way cette année. Il y en a aussi qui repartent en Europe et qui connaissent des belles carrières en Europe. Est-ce que c'est quelque chose que tu laisses quand même les portes ouvertes, dans le fond, de pouvoir réaccéder à la Ligue américaine un jour? Parce que quand même, j'imagine que on ne se cachera pas, tu as quand même des très bonnes stats dans la Ligue nord-américaine depuis que tu es arrivé. Là. J'imagine qu'il y a quand même des gens quelque part qui doivent t'avoir à l'œil. Surtout que tu es encore très jeune. Ouais, mais dans le fond, un peu ce que je pensais, c'est. Tu sais, je veux dire, c'est. Moi, je trouve que c'est un move qui s'explique relativement bien à une équipe qui aurait potentiellement un intérêt. Je veux dire, c'est sûr que souvent, les gars qui viennent dans cette ligue-là, c'est pour terminer leur carrière. Fait que c'est sûr que, je veux dire, la ligue a peut-être moins un visuel ou des équipes qui regardent vraiment la ligue en profondeur. Mais je trouve que, en tout cas, avec le move un peu que j'ai fait en termes de. Je trouve que ça s'explique bien. Je veux dire, je voulais terminer mon diplôme, je voulais avoir un plan B. Fait que je trouve que, en tout cas, si vraiment il y a une équipe quelconque qui aurait de l'intérêt, je trouve que c'est quand même quelque chose qui s'explique bien en disant, écoute, mon plan, c'était vraiment d'avoir mon diplôme. Puis, tu sais, en même temps, je pouvais un peu gagner de l'argent en jouant au hockey. Puis, vraiment, tu sais, c'est un peu low commitment. Je veux dire, je pourrais pas jouer dans East Coast ou dans AHL puis être à temps plein à l'école. Ce serait impossible. Je veux dire, là, tu sais, la ligue est faite en circonstances que les gars puissent travailler, les gars peuvent aller à l'école comme je fais. Donc, moi, un peu, c'est ça qui m'a attrayé vers ça, parce que jamais j'ai manqué un cours, jamais j'ai manqué quoi que ce soit en termes de mon école ou de mon travail que je fais un petit peu. Fait que c'est ça un peu l'intérêt que j'avais de venir dans cette ligue-là. Pour un peu revenir à ta question, je trouve que ça s'explique bien à une équipe qui veut savoir pourquoi je suis allé jouer dans LNH. Ouais, puis comment est-ce que, au niveau scolaire, comment est-ce que les pétroliers t'appuient là-dessus? J'imagine qu'ils donnent, dans le fond, tout le temps disponible pour justement te concentrer là-dessus. Mais est-ce que particulièrement ils ont fait l'autre chose? C'est quelque chose qui m'intéresse quand même. C'est quand même comme de plus en plus, on dirait que dans la ligue d'athlètes qui sont étudiants en même temps. Ouais, mais c'est un peu les deux. Peut-être des joueurs qui finissent leur carrière, mais on a reçu Tristan Côté la semaine passée, c'est un peu la même histoire. Jeffrey Durocher des Éperviers, Pierre-Luc Veillette, on en a beaucoup de joueurs qui étaient à Trois-Rivières, à QTR l'année passée, qui sont rendus dans notre ligue maintenant. Ouais, ben, dans le fond, moi, c'est. En tout cas, il y a beaucoup de gars à qui je parle qui me posent des questions avec des gars que j'ai côtoyés à McGill, des gars que j'ai côtoyés au QTR, qui sont présentement dans cette ligue-là, puis qui me posent beaucoup de questions parce que c'est sûr aussi que ça leur trotte dans la tête aussi. Là, je veux dire, ça te permet d'être payé aussi en même temps. Puis ça te permet aussi d'aller à l'étude
d'être aux études à temps plein. Fait que moi, je trouvais que c'était le meilleur des deux mondes. Puis, en tout cas, je veux dire, on pratique une fois semaine avec les pétroliers, c'est différent d'équipe en équipe, mais je veux dire, en termes de commitment, c'est très bas comparé à si on regarde à la East Coast ou même la Ligue américaine. Ce serait impossible d'aller à l'école à temps plein. Fait que, je veux dire, en offrant des salaires compétitifs à une ligue professionnelle, je veux dire, honnêtement, moi, je voyais pas le but de rester à l'Université de McGill pour le temps que j'investissais à pratiquer puis à ne pas pouvoir jouer. Je trouvais ça plate à un niveau. Après ça, je suis allé voir la LNH, puis là, ça me permettait aussi de gagner de l'argent en même temps, puis baisser mon commitment en termes de, je veux dire, 3 fois semaine, on joue 2 fois semaine, mettons, la fin de semaine, où est-ce qu'il n'y a pas d'école, puis on pratique une fois la semaine le soir. On vient soit après les études, soit après le travail, fait que ça concilie le 2 des meilleurs mondes, fait que je trouvais que c'était la meilleure décision pour moi. Si on fait peut-être abstraction de la récente série de défaites, ça va bien pour les pétroliers cette année. Premier au classement, ça va bien pour toi. Tu as été le joueur du mois à la défensive. Quand même, là, on peut dire qu'il s'est passé quelque chose là, cette année avec Laval. Là, le gâteau a levé. Là. Ouais, ben écoute, j'ai pas vraiment suivi honnêtement la Ligue des dernières années, mais en tout cas, je sais que l'année passée, l'équipe avait perdu contre Thetford en finale, mais je veux dire, honnêtement, je trouve qu'on a une bonne gang de gars, puis je veux dire, on a vraiment on a un gros punch à l'attaque, on a les 2 premiers marqueurs de la Ligue dans le top 3, puis notre défensive aussi produit beaucoup de points. Je pense qu'on a 4-5 la défensive qui en produit le top 6. Je pense que ça en dit long un peu sur le punch qu'on peut avoir à l'attaque. C'est sûr que dans les dernières games, ça n'a pas super bien été, là, mais non, honnêtement, on avait un peu le vent dans les voiles là, pendant les 9 victoires. Puis c'est sûr que là, en perdre, on est à quoi, 5-6, 5 je pense. 5-6, mais c'est sûr que quand même 9 victoires clés avant ça. Ouais, c'est ça. Là, on regarde juste le négatif. Si tu regardes les 14 derniers matchs, 9-5, c'est pas pire. Là. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Mais je pense que ça nous remet un peu à l'ordre en nous disant crime. On est quand même battable, peu importe ce qu'on a fait. Puis ça nous remet un peu les pieds sur terre pour. Puis si on est capable de rebondir un peu avant les séries, je pense que ça pourrait être bon pour nous. C'est sûr que c'est mieux de perdre là que quand tu arrives dans les séries. C'est ça. Ça faisait 5 de suite, puis là, on commençait les séries la semaine prochaine. Là, je pense qu'on trouverait ça un peu moins drôle. J'ai une question intéressante en chat de Julie Miville. Pour t'adapter à la Ligue, est-ce que tu as changé un peu ton style de jeu? Puis si oui, c'est quoi un peu les changements que tu as à faire? Parce qu'on sait que la Ligue nord-américaine, c'est une ligue qui est peut-être un style de jeu différent. Je sais que les arbitres sont un petit peu plus permissifs que dans d'autres ligues professionnelles présentement. Fait que c'est quoi un peu si tu as eu des changements à faire, ce que tu as fait, ou si toi, dans le fond, depuis que tu es arrivé là, tu vois que ton style, puis ça te fait super bien, fait que tu continues quand même, ou as-tu des adaptations? Ouais, ben dans le fond, je pense que peu importe où est-ce que tu vas avoir des adaptations à faire, là, quoi que ce soit. Mais c'est sûr que la Ligue est reconnue pour sa robustesse, pour les bagarres sont encore présentes. Puis honnêtement, c'est sûr que les mises en échec aussi font partie du jeu. C'est sûr qu'ils sont peut-être plus accentués dans cette ligue-là, parce que les fans adorent ça encore. Comme c'est le fun aussi pour les fans, là, je veux dire, des bonnes mises en échec. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça a peut-être été une adaptation, mais dans la East Coast aussi, honnêtement, je dirais que c'est un style de jeu similaire. Parce que dans East Coast, c'est un peu, tout le monde essaie de monter. C'est un peu une jungle, comme ils appellent. Là. Tout le monde essaie de monter vers la AHL, puis atteindre la NHL. Fait que si tout le monde finit leur check, tout le monde finit leur mise en échec.
Il y a seulement un arbitre aussi dans East Coast, fait que souvent, à l'arrêt du jeu, il faut faire attention. Fait que, un peu pour revenir à la question, c'est, je veux dire, pas que j'étais habitué à ça, mais d'avoir vécu un peu le style de jeu de la East Coast, puis un peu les grosses mises en échec, puis les gars qui essaient de monter, je pense que ça m'a aidé un peu à la ligue. Là. C'est sûr que c'est une ligue robuste, la LNH, on va pas se le cacher. C'est des gros bonhommes, puis faut, si tu vas te faire frapper, il faut que tu le saches, puis il faut que tu sois prêt. Fait que, changement à mon jeu, je dirais que j'amène encore ma touche offensive que j'ai toujours aimé apporter à ma game. Fait que à ce niveau-là, c'est sûr que ça j'ai pas vraiment changé ça, c'est sûr. Là, mais au niveau défensif aussi, c'est sûr que je veux dire, on pratique pas autant qu'une ligue professionnelle ou une ligue junior. Fait que c'est sûr que je veux dire, pour le peu de temps que tu pratiques, tu dois vraiment t'appliquer, mettons, à ta pratique. Fait que c'est sûr que la structure, des fois, peut peut-être manquer dans les matchs. Fait que c'est sûr que ça c'est peut-être une adaptation à faire en termes de groupe. C'est sûr que, je veux dire, pendant un match, si tu pratiques pas pendant toute la semaine, c'est sûr qu'il va y avoir un peu d'imperfection pendant le match. Fait que ça, c'est peut-être une adaptation que j'ai dû avoir à faire. Il y a une question de Sarah Pilote qui demandait si le numéro que tu portes, le 19, avait une signification pour toi. Puis elle voulait savoir si tu avais une routine d'avant-match également. Le numéro 19, en fait, j'ai toujours aimé le porter quand j'étais jeune. Je me rappelle, mon père avait dit que c'était un beau numéro de hockey. Là. C'est sûr que pour quelqu'un qui regarde pas vraiment le hockey, qui comprend pas vraiment ça et qui se dit c'est quoi ça, c'est juste un numéro. Ouais. En tout cas, le 19, je trouve que je l'ai toujours aimé. Puis quand je suis arrivé, puis ils m'ont dit qu'il était up for grabs, ben, je l'ai pris. Puis en tout cas, j'ai toujours aimé ça avoir ce numéro-là quand j'étais jeune. Puis sinon, routine d'avant-match, j'aime ça prendre une douche, moi, avant. Quand j'arrive, dès que j'arrive, parce que je rentre dans la douche, ça me permet un peu de, pas décompresser, mais un peu de, comme, j'ai commencé ça junior. Fait qu'avant, puis ouais, mais avant, je fais juste me rincer, puis je m'étire un peu dans la douche. C'est vraiment, c'est un peu anormal, là, mais j'ai toujours aimé ça. On dirait que ça partait bien un peu ma préparation d'avant-match, puis je trouvais que ça séparait un peu la maison de l'aréna. Fait que c'était comme un moyen d'arriver à l'aréna, puis OK, je rentre dans un genre de mode de match. Là. Fait que c'est probablement la seule routine que j'ai vraiment. Puis sinon, je mange un fruit tout le temps, soit un orange, soit une banane avant le warm-up. Puis à part de ça, c'est rien de. Okay. Vraiment rien de trop fou. Je m'étire, je tape mes bâtons, puis ça ressemble à ça. Good. J'avais, je sais pas si tu avais d'autres questions, je voulais y aller avec mes petites photos. Ouais, vas-y avec les petites photos. Yes, sir. J'allais fouiller ton Facebook, c'était pas super. C'était quand même clean, mais j'ai fait des petites trouvailles. Ah là là. Une photo qui date ici. C'est quand ça? 19. Wow. Numéro 19, ouais, Select. C'était quoi? Puis oui, ça peut-être? OK. C'était vraiment numéro 19, ça change pas. Puis oui. D'accord. On voit la nouvelle génération aussi parce que quand on a des vétérans de la Ligue, puis c'est leurs photos qui avaient cet âge-là, sont pas mal plus floues. Ouais, les photos sont plus vintage. Sont moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Celle-là, c'était. Ouais, ça, c'est Coupe Dodge, dans le fond, Midget Espoir, quand on a gagné. Okay. Vraiment, on avait une bonne équipe, mais pour se rendre en finale puis gagner le tournoi, ça, je me rappelle, notre coach était rentré dans la chambre, première journée, puis il dit, les gars, on va gagner la Coupe Dodge. Puis là, on était là. Franchement, on n'a pas le clé pour ça. On va être réaliste un peu. Puis, Crème, il avait raison. Puis, en tout cas, il est décédé depuis une couple d'années. Puis, je me rappelle, j'ai encore
dans le fond, quand il donne des signets pendant la commémoration. La cérémonie. Ouais. Puis il est tout le temps dans ma poche de manteau. Puis en tout cas, ça m'a marqué cette année-là. Puis en tout cas, c'est toujours des bons souvenirs. Nice. Petite photo ici. C'est un voyage à Chicago. Ouais, ça se peut. Les cheveux dans le vent un petit peu. Ouais, ça, c'était en quel honneur, ça? C'était en quoi? C'est 2015, peut-être? C'était Chicago, on avait été là. Dans le fond, mon père avait une compagnie dans ce temps-là. Puis il faisait un show. Il rencontrer des clients. Puis on avait été là en famille un peu. On avait fait un genre de voyage pour en même temps de la rencontre des clients de mon père. Fait qu'on avait été à Chicago pour ça. Et le clou du spectacle. Ouais, ça, c'était à Saint John, en fait. On avait pratiqué, puis on avait mis des déguisements pendant qu'on jouait. On avait fait une genre de game intra-équipe, puis on avait mis des déguisements. Fait que c'est ça que j'avais vu au magasin, puis c'est ça que j'avais. Pas très chic, là, mais t'allais avec ça. Alright. Puis j'avais une petite photo ici, là, dans l'uniforme des Goals. T'avais de 42? Ouais, ça je l'ai pas choisi, par contre. Ça, je suis c'est arrivé, puis ça, on me l'a donné. C'est l'ancien chandail à Josh Manson. Oui, il a joué avec les gars, ça? Ah, je sais pas, je vais aller checker. Ouais, Josh Manson, il a joué probablement. Il a joué pour les Ducks, fait que j'imagine. Non, c'était les Admirals de Norfolk dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Il était pas joué pour les Eagles. Ça n'existait pas. Ok, ouais. Ça va être un pas pire chandail à voir. C'était tout pour mes petites photos. Ouais. Au moins, c'était pas si pire. On y va maintenant avec les petites questions à rafale de Dave. Oui, les petites questions à rafale. Dans le fond, super simple. Première chose qui te vient en tête, tu nous le dis. Juste pour apprendre à connaître un peu. Je n'ai changé une cette semaine. Je n'ai ajouté une nouvelle que je pense qui est le fun. Je vais commencer avec celle-là. C'est ton premier souvenir au hockey, c'est quoi? Une chose que tu te rappelles, première paire de patins ou première fois de patiner, c'est quoi ton premier souvenir au hockey? Ça, c'est quand même drôle. Ben, c'est la première fois que je me vient en tête. Dans le fond, mon père a travaillé longtemps chez CCM, la compagnie de hockey. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, on avait été au patinage libre. Puis, en tout cas, mon père travaillait chez CCM, mais il n'y avait pas de casque pour moi. Fait que j'avais mis mon casque de ski au patin libre. Fait que je me prenais avec mon casque de ski, mais tu sais, en tout cas, c'est un peu drôle parce que mon père travaillait chez CCM. Fait que l'équipement était quand même assez accessible. Ouais. Mais non, j'avais mon casque de ski, fait que, en tout cas, moi, j'avais sûrement pas l'air fou là, parce que j'avais 3-4 ans sûrement, là, mais c'était la première. Je me rappelle encore de ça, là, à Saint-Jean-Pierre-Amiral. Bon, fait que le patin libre avec ton casque de ski. Ton idole au hockey, c'est qui? Je veux dire Sidney Crosby. J'extrapole. Ah, ben, si c'est une raison pour laquelle tu peux y aller. Ben, en tout cas, j'ai toujours trouvé que de ce qu'on voit de l'extérieur de lui, je pense que c'est impeccable. Je veux dire, la façon qu'il traite le monde, puis toutes les histoires qu'on entend un peu dans le parcours junior, les histoires qu'on entend à Rimouski, puis les affaires qui restent jusqu'aux petites heures du matin pour signer des signatures, puis de la façon qu'il traite les gens, ça m'a toujours marqué. Puis, en tout cas, je trouve que c'est l'athlète le plus professionnel au hockey qu'il y a pas. Là, fait que, pas juste en termes de ses performances, là, mais... Cabreton, c'est pas loin de Cole Harbour? Ouais, c'est relativement. C'est plus proche d'Halifax. Dans le fond, c'est juste en banlieue d'Halifax. Fait que je te dirais que c'est peut-être 5 heures, 4h30, 5 heures à peu près de Cabreton. Ton athlète préféré en dehors du hockey? Roger Federer. Joueur de tennis. Un peu dans la même gamme que Sid. Ouais, quand on parle d'athlète impeccable, c'est pas mal le monde, c'est pas mal la référence qu'ils ont quasiment. Les gentlemen. Ouais.
Fait que, modèle after les gentlemen, fait que c'est bon ça. Ça va peut-être pouvoir devenir le modèle de la Ligue nord-américaine. J'espère. En fait, c'est le bon parce que c'est ton coéquipier le plus drôle. Ça fait pas super longtemps avec les pétroliers, mais qui ressort du lot à Laval? Honnêtement, il y a quand même beaucoup de gars qui sont drôles. Mais Matthew Medley me fait pas mal rire. En tout cas, je pense qu'on rit pas mal souvent des affaires qu'on dit ensemble. Mais en tout cas, on a plein d'affaires, là, mais pas mal tout le monde honnêtement est drôle. En tout cas, quand Dom était là, on riait pas mal dans la chambre, ça c'est sûr. Là, puis... Mais Medley est assez drôle, merci, moi je trouve. Il y a tout le temps des expressions. Là t'es là, c'est tellement pas rapport, mais c'est tellement drôle en même temps. Dis-en donc une, voir, vite demain. Une petite expression à la Medley. Là. Mais ça c'est un running gag. Ça, là, dans le fond, au Colisée, à chaque match, il y a tout le temps une paire de billets qui est à gagner. Puis l'annonceur, mettons, il pose une question disant, c'était qui le joueur défensif du mois? Fait que là, il dit, tu sais, puis il nomme 2 joueurs ou 2 personnes absolument pas rapport. Là. Puis après ça, il dit une personne, mettons il dit moi, puis là, il dit Nathan Larose. Là, il dit, mettons, Barack Obama, Roger Federer, puis là, Nathan Larose. Fait que là, dans la chambre, mettons, on dit tout le temps, là, ça, c'est le running gag, on dit parce que, mettons, il met en évidence c'est qui t'es supposé dire. Puis là, la personne, elle gagne les billets facilement, mettons. Là, on trouve ça bien drôle. Le bon, message à Nick Pelletier de bord. Continue à faire ton Ouais, c'est pas drôle. Bon. Le meilleur joueur avec qui tu as joué? Ouf, ça c'est bon. Je dirais, quand je suis arrivé à Chicoutimi, Nicolas Roy est encore là. Qui joue présentement pour les Knights. Là, puis, honnêtement, non seulement pour ses performances sur la glace, mais comment il était aussi hors de la glace. Là. Je veux dire, honnêtement, on a été accueillis. La gang qui avait été repêchée, dans le fond, avec mon année, on a été accueillis. Honnêtement, c'était. Moi, j'en revenais pas. Là, je me disais, crime, je pensais pas être aussi bien accueilli que ça. Surtout par Nicolas Roy. Là, je veux dire, t'as pas besoin de faire ça, mais il nous avait amené à sa pension, je me rappelle. Tu connais pas vraiment l'environnement et comment ça marche junior majeur, c'est sûr. Fait qu'il nous avait amené à sa pension. On avait joué un peu on avait joué à NHL, on avait mangé un peu des snacks, puis il nous avait un peu montré c'était quoi un peu le vibe puis la connexion mettons, avec les gars junior majeurs. Puis ça m'a marqué honnêtement. Là. Puis je me rappelle quand j'ai été échangé, en tout cas il arrivait en même temps, puis il a pris la peine de me dire hey, bonne chance dans le futur puis tout. Puis, honnêtement, ça a été vraiment. C'est des petites choses, mais que quand t'es jeune, puis tu remarques comment les personnes te traitent, puis comment tu peux vraiment avoir un impact sur les gens, que ce soit vraiment minime. Ça m'a marqué, puis j'ai essayé de vraiment de passer un peu le flambeau quand j'étais plus vieux, là, quand j'avais 19-20 ans, vraiment, lorsqu'il y avait des gars plus jeunes, mais c'est sûr que tu essaies d'être un peu dans le même genre que ça, parce que les petites choses font vraiment la différence quand vraiment tu es un peu dans le néant, puis tu arrives, puis tu sais pas comment ça marche. Un autre gentleman, dans le fond, Nicolas Roy. Ouais, exactement, un peu dans le même gamme. En fait, c'est récent, ça aussi, mais ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine jusqu'à présent, y a-tu un match, un but ou quelque chose qui s'est passé, même si c'est peut-être avec les boys qui t'a marqué, ton winning goal en OT? Ouais, peut-être, ouais. Ben, personnellement, ça, c'était pas mal le fun, honnêtement. Là, c'était 19 secondes. Hein. Pour garder un peu la série de victoires à jour. Puis, en tout cas, Jonquière était revenu. Ça avait fait 1-1. Puis là, en tout cas, on est arrivé sur la glace. Puis là, on s'était parlé un peu Massenauer, puis Pocket. Puis, en tout cas, ça n'a pas été bien long. Fait que c'était pas mal le fun là, au niveau personnel. Là, mais juste honnêtement, en termes d'équipe,
Puis la connexion, en tout cas, j'en ai parlé, là, mais juste la connexion que j'ai bâtie, je trouve, rapidement avec les gars. Je m'attendais tellement pas à ça. Là. Moi, je m'attendais à m'en venir ici, puis c'était un peu tout le monde à son compte, tout le monde arrive à pratique. On se parle pas tant. Les gars travaillent, partent vite de l'aréna, puis ça ressemble à ça. Puis dans le boss, on parle pas vraiment, on fait nos affaires. Mais tout le monde est super le fun. Dans le boss, on a du fun, on jase. Vraiment comme une famille. Là, exactement. Je m'attendais tellement pas à ça de cette ligue-là parce que je me disais, crime, tout le monde a un peu un mode de vie différent, mais tout le monde est si proche parce que les indifférents nous rapprochent, je trouve. Fait que ça a été vraiment, honnêtement, ça a été marquant pour moi parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais. Puis tu parlais tantôt de la East Coast, tout le monde veut monter, tout le monde est là à 100%, puis c'est tous des gars qui viennent un peu partout. Tu as bien des gars du Canada, toutes les provinces, des Américains, même des Européens dans ces ligues-là. Tandis que j'imagine à l'américaine, le fait que c'est tous des Québécois qui sont là pour avoir du fun, dans le fond, parce que, on va être honnête, il n'y a plus beaucoup de joueurs, même s'il y en a qui pensent peut-être à retourner en Europe ou dans l'East Coast ou même dans la Ligue américaine. La majorité des joueurs savent que la Ligue nord-américaine, c'est un peu là que la carrière professionnelle va se terminer. J'imagine qu'il n'y a pas cette pression-là non plus. Fait que, j'imagine vraiment que les gars sont là justement pour avoir du fun. Puis j'imagine que ça doit faire une belle différence aussi des ligues professionnelles, comme tu dis, où que là, le hockey, c'est une business, puis les gars sont là pour eux autres mêmes, peut-être plus que juste pour la gang. Non, c'est ça. C'est ça, parce que dans le fond, comme j'ai dit, les gars ont des travails puis ont d'autres choses autres que le hockey. Ont des familles, ont des enfants. Fait que c'est ça un peu qui fait que un peu le hockey se disperse parce que c'est pas le focus c'est pas seulement là-dessus. Fait que c'est peut-être ça aussi qui aide à la chimie d'équipe parce que il n'y a pas de compétition interne. C'est sûr qu'il va toujours en avoir un minimum, mais c'est sûr que là est un peu à la baisse parce que je veux dire, tu compétitionnes pas tant que ça, mettons, contre la personne à côté de toi, parce que le but c'est vraiment de gagner le championnat puis se rendre le plus loin en série. Fait que c'est vraiment cool à ce niveau-là. Good. Fait que, 3 petites questions rapides pour terminer. Ton repas préféré? Cheeseburger. Cheeseburger? Ton film préféré ou série? Mission Impossible avec Tom Cruise. Puis, si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait qui? Moi, j'ai vraiment pas été à des shows de ma vie beaucoup. Mais je dirais peut-être U2. Parce que. C'est difficile ça. AC/DC peut-être. En tout cas, tu regardes des vidéos des classiques. C'est ça. Mais tu sais, il y a tellement de bons choix. Là, je veux dire, c'est pas mon style de musique favori, mais un peu pour le prestige que ça a. Puis l'expérience. Le monde, il y a comme 100 000 personnes dans les estrades. Fait que ça doit être tout un show. AC/DC, c'est vrai. Ou U2. Allez. Parfait. Pour terminer, dans le fond, juste une dernière petite question. Je pense que ça fait un peu. On veut tout le temps. Là, c'est bizarre un peu parce que vous ne jouez pas en fin de semaine, les pétroliers. C'est ça le week-end, dans le fond, que ça va arriver. Là, mais justement, question de Danny Charette. Comment est l'ambiance dans la chambre présentement suite aux séries de défaites? Puis comment, pour amener ça vers la suite des choses, comment est-ce que vous allez. Ça veut un message un peu pour les fans de Laval versus comment est l'ambiance, puis comment est-ce que vous pensez rebondir de la situation? Ouais, ben c'est sûr que là, c'est sûr que c'est difficile un peu là, après les matchs là, dans le champ. Je veux dire, c'est pas le party, là, c'est sûr, là, mais c'est parce que dans le fond, moi je trouve que, puis honnêtement, collectivement aussi, on pense ça, là, je pense que notre indiscipline crée un peu ça. Fait que, je veux dire, souvent, ce qui fait en sorte qu'on perd des matchs, c'est un peu de notre sort, dans le fond. C'est nous autres qui viennent perdre la game contre nous-mêmes, dans le fond. Si on regarde à des matchs contre le dernier match, je veux dire, on a eu un 5 minutes de pénalité, puis après ça, un 5 contre 3.
après ça, sont revenus dans le match. Fait que c'est sûr que ça crée un peu de frustration interne dans l'équipe, là, mais je pense que on le sait qu'on l'a fait auparavant, puis on a montré qu'on pouvait gagner, puis on a montré qu'on avait une grosse équipe, puis je pense qu'on a confiance en nos moyens. C'est juste un petit slump qu'on a, comme j'ai dit, puis on essaie d'être positif, c'est sûr, mais quand on est indiscipliné, puis on se tire un peu dans le pied, là, c'est sûr qu'on trouve ça plate internement, puis c'est tough à avaler, mais il va falloir être un petit peu plus discipliné, puis se retrousser les manches, puis faire ce qu'on faisait auparavant. Sur une note un petit peu plus positive, peut-être, il y a 2 autres petites questions. Loïc Léveillé demande: est-ce que tu vas remettre ton manteau bleu un jour? Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, je vais l'expliquer. Là. Ça, dans le fond, je me suis acheté un manteau, là, puis en tout cas, il est comme... dans le fond, il est satin, là, il est pas mou, il est assez genre satin. C'est un peu comme la mode là, des manteaux aujourd'hui, puis il est bleu, mais je dirais bleu royal, quasiment en flash. Là. En tout cas, toutes les fois que je l'ai mis, on a perdu. Fait que là, à un moment donné, Daou, il arrive, il dit: Crime, je pense que je vais t'arrêter de mettre ton manteau. Puis là, j'ai dit: Crime, c'est vrai. Puis là, je l'ai pas remis, mais là, on a reperdu encore. Fait que là, en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais à chaque fois que j'arrive dans la chambre avec mon manteau, là encore, Matt Medley, là, il trouve ça bien drôle. Puis là, on rit. En tout cas, je me fais niaiser avec ça, là, mec. Bon, ben, qui sait, on pourra peut-être faire une petite publication à la prochaine victoire grâce au veston satin de Nathan Larose. Les pétroliers ont remporté la victoire. Aïe, aïe, aïe. Parfait, je vais vous envoyer une photo. Yes, on veut voir ça. Julie Méville qui demande ta prédiction pour le Super Bowl en terminant. Ouf. Hey, j'écoute tellement pas le football, là, mais honnêtement, honnêtement, je sais même pas c'est qui. C'est les Chiefs, puis les Eagles. Bon, c'est ça, gars. Tu vois comment j'écoute pas ça. Mais Pat Mahomes, je pense qu'il va clutch, là, dans le fond. Je sais qu'il était blessé, puis tout, là, mais j'espère que Mahomes, je pense qu'il le mérite aussi, là. C'est genre un peu la même false gentleman, puis tout, là, je trouve qu'il le mérite aussi. Good. Ouais, en terminant, il y a un message de Stéphane Bailey qui dit: Nathan, t'es un gentleman, continue comme ça. Merci d'être venu sur l'émission sur une belle note comme ça. Ouais, ça c'est excellent. Dans la même gamme que Roger, puis ça, j'aime ça. Yes. On va vous souhaiter une petite victoire, les pétroliers, une bonne fin de saison, des bonnes séries, puis de ton côté, ben, que ça aille bien aussi. All right. Bon, ben, ça a été un plaisir, les boys, puis bonne soirée à vous autres. Merci d'être venu faire ton petit tour. All right. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Yes. Bonne entrevue. Ouais, c'est un gentleman. Un gentleman, on pourrait dire comme ça. C'est comme on dirait une vieille âme un peu. Ouais, fait pas son âge. Je veux voir U2. AC/DC, c'est plus comme les groupes à mon père, puis il y a 22 ans. C'est ça de même, là. C'est comme la légende, un peu. On pourrait peut-être enchaîner parce qu'il attend depuis plusieurs minutes. Là. Oui, on avait une grosse annonce. On a quelqu'un on l'a dit en début de show, quelqu'un qui voulait venir faire une grosse annonce, un beau projet qui va être officiel. Là. Je vais le laisser faire la présentation, là, mais ça va être très excitant pour les fans et je le rentre en ce moment même. Salut les boys! Kevin Lusignan, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Kevin, t'es qui au juste, là? En gros, c'est simple. Moi, je suis le co-relationniste des éperviers avec David et descripteur des matchs des éperviers également. Split avec David également, web et la radio, dans le fond. C'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que, tu sais, oui, la Ligue, on s'entend qu'on a chacun nos équipes, mais on l'a à cœur un petit peu, puis c'était un peu l'idée du projet qu'on avait, puis c'est ça qu'on officialise ce soir alors que tout s'est terminé. Là. C'est pour ça que vous voyez mes petites cernes, messieurs.
Ouais. C'est une grosse fin de semaine, là, je vous dirais, là, mais c'est pas grave, on est prêt. Puis c'est ça. Dès demain matin, officiellement, les gens vont pouvoir déjà faire leur précommande pour ce qu'il y en est. Vous savez un petit peu de quoi je parle parce qu'on en a parlé depuis un petit bout de temps déjà. Fait que, on va aller vers ça. Ouais, fait que c'est quoi? Chez nous, la mémoire, Kevin. Ouais. On va vous expliquer d'où ça part, mettons. Pourquoi? Parce que, tu sais, moi, j'étais un grand fan de cartes de sport depuis que je suis petit cul. Tu sais, on entend qu'on a grandi avec les cartes de Patrick Roy et Joe Sakic et compagnie. Puis là, récemment, c'est revenu dans l'idée. L'an passé, je l'ai créé dans mon monde des courses parce que moi, j'ai un monde des courses l'été, hockey l'hiver. Là, j'ai parlé à David de début d'année. J'ai dit, tu penses que ça serait pas pire, tu sais? Je sais que le Cool FM avait fait une série l'an passé, puis on s'est dit, hey, oui, la Ligue mérite d'avoir ce petit côté-là. Puis là, je trouvais justement, c'est un beau souvenir tant pour les personnes en tant que telles, il y a les joueurs qui ont joué également, qui vont aussi avoir chacun de leurs copies. Fait qu'on va avoir une série de cartes. On en a parlé récemment, mais elle va être officiellement lancée demain, la précommande. Les cartes sont déjà à l'impression présentement. C'est un processus qui est quand même assez, pas très long, mais c'est que ça se fait sur plusieurs journées. Il y a une batch qui est imprimée aujourd'hui. Demain, elle va se plastifier pour avoir un produit qui est vraiment professionnel. Puis, je tiens vraiment, moi, la qualité de ce produit-là. Je voulais qu'elle soit ça à la coche. Donc, c'est pour ça qu'on est. Ça a pris plus de temps que prévu, mais c'était carte par carte. C'est environ 3 heures par équipe à faire. Donc, tu mets les stats à jour à chaque semaine. Là, je vous le dis, la stats 2022-2023 va être un astérix du 5 février à jour de cette fin de semaine, mais les stats après, je ne peux pas les comptabiliser, malheureusement. Puis, ouais, t'avais. Je pense que allez-y, boys. Là. moi, c'était plus pour en parler un peu, tu sais. C'est quoi exactement les cartes qu'il va avoir? Je sais parce que tu m'en as parlé beaucoup du projet, mais c'est quoi un peu les types de cartes qu'il va avoir? À quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre? Souvent, les gens se posent la question, je veux tout avoir en même temps. Moi, je me suis dit, non, on va créer vraiment un peu comme les professionnels le font, un goût d'eux et même, c'est en processus. Je voulais t'en parler, David, peut-être créer une page Facebook que les gens pourraient échanger entre eux. C'est que c'est simple. Les gens vont pouvoir acheter ça sous 2 formes, soit en paquet ou en boîte. C'est simple. Une boîte a 24 paquets, un paquet a 5 cartes. Mais la différence, c'est que les cartes, j'appelle les cartes de type base, c'est que chaque équipe a environ 25 joueurs de type base et va avoir dans chaque paquet une carte spéciale. Donc, si tu comprends bien, dans un paquet de 5 cartes, tu as 4 cartes de type base, une spéciale. Sébastien, si tu veux présenter, j'ai une petite image que je t'ai envoyée tantôt. Ouais, on va pas te l'expliquer en gros, en détail. J'en ai 3 images. Ouais, je le sais, je t'en ai envoyé un paquet. Puis, c'est ce qu'il y en a un petit peu. Les cartes de type base vont être un peu plus une couleur beige, si on veut. Elles vont en avoir dans chaque paquet. Puis ça va être mélangé. L'image avec le fond bleu ou l'image avec le fond blanc? Vas-y, celle avec le fond blanc, c'est un spécial. Elle, je vais en parler un petit peu plus loin. Mais celle avec le fond bleu, ouais. Avec le fond bleu, c'est Ça, c'est dans le fond, tu vois, si on regarde directement, la carte du centre et la carte de type base. Donc, c'est simple. Chaque paquet, ça va être mélangé. Donc, tu sais, exemple, que tu commandes, précommandes, tu vas avoir une carte qui peut être tant de ton équipe ou d'une autre équipe. Un peu comme on voit, tu sais, ça ne veut pas dire que tu vas acheter un paquet qui a des cartes du Canadien quand tu vas acheter un paquet de cartes de hockey, mais un peu la même chose. Et ensuite, tu vois les séries, que ça, c'est la série Homme fort sur ta gauche, mettons, de Dave Hamel, puis tu as Donny Augustin sur la droite. Ça, c'est vraiment une carte série Homme fort. Et juste en dessous, dans le fond, tu vois les séries Hommes masqués, qui est les gardiens de but. Et celle des tireurs d'élite, là, on voit Maxime Saint-Cyr, dans le fond, qui est une carte vraiment marquée sur les 3 meilleurs marqueurs de chaque équipe. OK. Fait que c'est un peu le but là-dedans, mais ça va être assez mélangé. Non, c'était, comme je dis, un gros travail là, je suis content de vous amener à terme. Mais les gens, comme je dis, dès demain, là, on va officiellement la shop, là, si on veut, parce que j'ai comme créé un genre de petite Shopify, la page, la série de cartes Ligue nord-américaine qui va être officiellement lancée demain. Les gens pourront déjà faire leur précommande. Donc, on le sait que on sait qu'on en a parlé déjà. Il y a beaucoup de gens qui veulent justement en faire l'achat. Et là, les gens se posaient la question. Donc, c'est simple. Au niveau des coûts, j'ai dû faire une modification. C'est pas vrai. Il y a un coût qui était un coût initial. Puis finalement, avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines, chose que tu pourras sortir la carte du joueur en tant que tel, je vais te parler, Sébastien. Ouais. C'est que j'ai décidé de monter un petit peu les coûts. Fait que les boîtes seront d'un montant de 140 $.
Et sinon, les gens qui vont pouvoir acheter à l'unité, ça va être 6 $. C'est simple, c'est que chaque boîte vendue va donner 20 $ au GoFundMe à David Lacroix. Et chaque paquet vendu, sinon à l'unité, ça va être 1 $ par paquet, qui va être remis également au GoFundMe pour donner un petit coup de main à notre laqueur national. Je pense qu'il mérite ce petit coup de main-là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ma façon d'amener ce produit-là à le faire pour lui. Puis au final, tu sais, moi, je le côtoie déjà depuis 8 ans. Puis c'est un ami, tant au hockey que personnel. Fait que tu te dis, garde, ce petit. Anyway, ça venait pas mal au prix qu'on voulait présenter, mais on est capable de faire un petit don de plus avec ça. Puis pour le faire pour lui, ben, regarde, je le fais haut la main sans aucun doute. Puis c'est un petit peu ça que j'ai amené. Fait que, oui, tu vas avoir sa carte spéciale que je vous ai également proposée, la carte homme fort de David Lacroix, là, qui vraiment. C'est ça. J'ai déjà présenté aux joueurs en tant que tel. Il a déjà très hâte de l'avoir en main propre. J'ai promis qu'on va aller mener ça sous peu. C'est vraiment un beau travail, Kevin. Félicitations. C'est toi qui as travaillé sur les graphistes. Tu as eu de l'aide pour les photos. As-tu des remerciements à faire aussi? Là? Ben, j'ai un graphiste là-dedans qui était Antoine Parent de APG Graphiste. Là. Antoine m'a donné un gros coup de main là-dedans. C'est vraiment, lui a vraiment créé, si tu veux, la partie frame de la carte, si on veut, le design de la carte. Et moi, je vais s'occuper de tout ce qui est le reste. Donc, statistiques, ville, nom de joueur, date de naissance, et ainsi de suite. Là, c'est tout carte par carte à chaque fois. Stats, comme j'expliquais, on voit 5 ans, donc 2017 à 2000, mettons, à cette année, c'est pour les joueurs. Ceux que ça fait plus longtemps que ça, parce que je vais être franc avec toi, Kevin Touty, ça m'aurait pris 3-4 faire le tour, avec toutes ces années dans la Ligue nord-américaine. Mais on va le cumulatif, quand tu vois le total, ben, c'est le cumulatif de toutes ces saisons en carrière dans la Ligue, avec un petit texte pour quelques-uns. Ceux qui ont trop de stats, j'ai moins de place pour les textes. Moi, j'essaie de quand même en avoir pour tout le monde. C'est ce qui résume en gros le produit. Puis les questions dans le chat. Bien sûr. Ouais. Ben, la première, ouais. Dans les modèles que tu as montrés, j'espère que celle des hommes masqués, des marquis, c'était l'ébauche parce que c'était la photo de Francis Leclerc. Oui, ben c'était, dans le fond, c'est pas la carte officielle, là, c'est la photo de Francis Leclerc qu'on s'était trompé à l'époque, là, mais je veux dire, c'est pas la vraie copie, c'est juste que c'était la présentation du démo. Ça, mais beau coup d'œil du côté de ceux qui ont remarqué ça. Ouais, donc, une couple qui l'ont spoté. Puis, c'est voulu. Le graphiste, quand j'ai envoyé, il ne connaissait pas tout, c'est pour ça. Il suit pas autant le hockey qu'on le suivait, c'est pour ça. Puis sinon, question plus sérieuse, Félix Dallaire qui demande où est-ce qu'on peut acheter ça? Ben, comme je l'ai expliqué dans le fond, c'est qu'il y a un lien qui va être Spotify, il y a Shopify qui va être déjà annoncé demain. Et vous pourriez faire votre commande directement. La Ligue va l'annoncer. Dans le fond, la Ligue va faire un annonce, un lien. Là. Sinon, c'est pour ceux qui veulent. Puis les gens, qui vont vouloir l'avoir, dans le fond, dès que moi. Parce que oui, un coup que l'impression se fait, il faut quand même bâtir les boîtes et les paquets, ce qui ne se fait pas en claquant des doigts. C'est fait paquet par paquet, un à chaque fois. Là. On a 3500 à faire, juste pour faire un petit exemple. Mais on va les envoyer par shipping directement aux personnes en tant que telles à ce moment-là, sans problématique. Donc, sinon, shipping au lien sur le Shopify. Demain, l'article va être sur la page de la Ligue. On va s'en reparler, toi et moi, après le podcast là-dessus, mon Kevin. Sans aucun doute. Parfait. Le gars qui veut déjà sa boîte. Ouais, ben ça aussi. Non, mais c'est pour parler pour l'article aussi. Non, je m'en doutais un petit peu. Mais je veux ma boîte aussi. J'y avais pensé. Je pense que David a réservé la sienne aussi. Ah ouais? Je te confirme que moi aussi, je m'en conserve une pour moi. Avec une boîte, est-ce qu'on peut avoir... Ben là, on va faire notre commande sur Shopify comme tout le monde. C'est ça. Fait que là, si on achète une boîte, on a tous les joueurs de toutes les équipes. C'est comment que ça marche? C'est presque impossible d'éteindre tous les joueurs. OK. C'est un peu le but là-dedans en tant que tel, parce que si je t'amène dans le fond en gros en détail, là, il y a dans les cartes de base, tu as 175 cartes de base. Et par la suite, mettons les cartes spéciales, donc comme on disait, tu as 24 paquets par boîte, donc 24 cartes spéciales. Et si on prend juste les tireurs d'élite, j'ai 21 joueurs. Je prends les hommes forts, j'en ai 18. Je prends les gardiens, j'en ai 15. Donc, si tu veux compléter, il faut que tu transiges avec d'autres ou quoi que ce soit. Oh. De là, les groupes pour échanger. Ben, je pense que ça peut être un petit peu. Tu sais, genre en même temps, mais au final, tu sais, c'est un petit peu le but avec ça. Puis, tu sais, je veux dire,
c'est pour le fun, tu sais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Puis j'ai le feeling, tu sais, je serais pas surpris qu'il y en ait qui vont peut-être vouloir acheter ou changer des cartes, là. Mais tu sais, c'est un petit peu un projet pilote qu'on a décidé d'essayer cette année, mais j'ai déjà des petites idées pour un prochain l'an prochain. Il y en a gros qui m'ont dit, on aimerait ça, tu ramènes des joueurs rétro. Tu sais, je sais pas, voir Daniel Archambault dans le temps qu'il jouait, Christian Deschaines ou d'autres, mettons un Raymond Delarosville qui revient avec les vieilles photos du passé. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais je me garde des idées. Mais on en a. On pourrait faire ça, s'amuser longtemps avec ça. Si tu parlais de cartes individuelles, si quelqu'un qui veut juste, mettons, une carte de David Lacroix, c'est-tu possible, ça? Malheureusement, non. C'est vraiment, tu sais, comme j'expliquais, j'aimerais ça, mais tu sais, le but un petit peu, c'est un peu d'y aller comme ça. Tu fais que des cartes de David, je peux te dire comment il va en avoir. Sa carte de base, il va en avoir quand même 80 copies sur les 18 000 cartes qui vont s'imprimer. Puis sa carte homme fort, il va en avoir 50 copies. Fait que, tu sais, il y a 130 copies qu'il risquerait de trouver quand même. Fait qu'il y a comme une carte dans homme fort, puis il y a sa carte simple aussi. Oui, c'est ça. Il y a quand même 2 cartes dans la collection. Ça. Mais il n'y a rien qui empêche que quelqu'un qui peut-être peut la. Tu sais, tu peux arriver que tu l'en doubles, donc c'est là que l'échange ou. C'est un petit peu ça. On est très contents. Tu sais, je vois les commentaires passer, puis on y a pensé sur des anciennes équipes. C'est vrai, c'est ça, les cartes rétro, il n'y a pas juste les joueurs rétro, il y a les équipes rétro aussi. C'est ça. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, on pourrait pousser le projet à une idée, tu sais. J'y ai pensé par après, mais là, il était rendu un petit peu trop tard, puis tu sais, je ne veux pas tout mettre les charrues devant un bœuf, mais il pourrait avoir une série qui serait entraîneur, il pourrait avoir une série qui serait l'équipe championne de l'année, exemple, l'an prochain. Donc, tu pourrais avoir toutes les équipes championnes depuis les 25-27 dernières années. Fait que, les options sont là, puis sont énormes, mais en même temps, tu sais, on compare souvent, là, j'ai pas de cartes. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, le hockey a sa série Young Guns. Tu sais, je sais, moi-même, étant un des grands collectionneurs. Je m'en fais là-dedans, là, je vois. La carte de Nathan Larose, là, recrue, ça va valoir quelque chose? Ben, tu sais, on s'entend que ça sort toute l'année d'après. Fait que mes Young Guns pour 2023-24 vont être mes recrues de cette année. On s'entend. Que je prépare déjà je prépare déjà la prochaine saison, c'est ça que ça veut dire. Mais on va voir comment. C'est drôle, l'année que tu sais, les joueurs qui rentrent dans la ligue, des fois, sont plus âgés. Tu sais, mettons, Francis Paré, c'est une recrue cette année, il a 35 ans. Mais tu sais, Alexandre Giroux, qui avait gagné la recrue offensive de l'année, je pense, une année, il avait genre 38. Ouais, ça serait drôle, une carte Young Guns d'un Alexandre Giroux. Young Guns de la ligne nord-américaine, avec le saut imprimé dessus. Mais c'est ça. Fait qu'au final, c'est ça, c'est un beau souvenir. Puis tu sais, on le fait, tu sais, je veux dire, comme je disais, oui, on travaille pour les équipes, mais en tant que tel, on le fait pour tout le monde parce que, tu sais, même moi, comme je dis, moi qui est collectionneur de cartes à l'NHL, ben, j'ai hâte d'avoir les miennes, même si c'est moi qui les ai faites, même si je les vois chaque jour, puis qu'ils me font faire des nuits blanches quasiment, mais j'ai tellement trippé sur le projet que j'amène ça plus loin. Puis, tu sais, en même temps, j'ai commencé à faire cette petite idée de projet-là l'an passé, ben, l'été passé avec les courses, comme j'expliquais, avec la gang des gars de course, qui est un petit peu, on va voir d'ailleurs, le LGDC, c'est un peu à cause de ça. Pourquoi? Parce que c'est mon autre entreprise était avec ça, mais ça reste que c'est un beau produit. Puis, David a vu beaucoup d'exemplaires. Je m'amuse à lui montrer à chaque fois que j'en fais un nouveau. Là. Mais au final, on le fait pour tout le monde en même temps. Puis pour avoir des beaux souvenirs. Les joueurs, c'est ce qu'ils m'ont dit. On est content, on va avoir quelque chose qui va nous rappeler nos années ici dans la Ligue nord-américaine. Ouais, mais là, c'est ça l'affaire. Puis ça aussi, quand tu parles de l'année prochaine, c'est la production de cette année. Puis comment ça va marcher aussi, ça va donner une idée de c'est ça, si on en fait, si tu en fais, puis si on en fait l'année prochaine, à quoi va ressembler la production. T'sais. Juste avoir les commentaires dans le chat, je pense que ça vient d'expliquer pas mal l'engouement qui est déjà créé. Il y a déjà du monde qui a écrit « Moi, je veux 2 boîtes, je veux une boîte. » C'est ça. Dave, on veut des boîtes. Shopify, y a-tu une limite? Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui peut arriver et commander 10 boîtes? Parce que là, faut... c'est sûr, comme j'expliquais, on a 75 boîtes disponibles et 75 qui sont en paquet. Mais si les gens en veulent plus en boîte, je ne me cacherai pas de vendre une boîte versus des paquets non plus en même temps. Là. Mais c'est un petit peu le but avec ça. Puis, je veux dire, au final, il
il y aura toujours moyen de s'arranger au final en tout ce qu'il y en a. Moi, je Oui, on pourra faire signer leur carte. Je vois les commentaires de Jimmy Ville, oui, les gens. Oui, je pense que les joueurs, je pense vraiment que les joueurs vont vraiment apprécier ce petit chose-là de plus. Là, c'est un petit must, c'est le fun. Puis la carte de Nathan Larose signée, watch out. Ça va être à surprendre. Le prix de revente. On fait des farces, mais moi, je lis et je collectionne beaucoup. Mais une carte comme ça, si le joueur arrive à faire le chemin inverse de remonter, peut prendre une valeur énorme. Puis, je ne m'appelle pas le upper deck de ce monde, mais oui, un collectionneur qui me dit, OK, parce que quand j'ai fait la partie de course, j'en ai qui m'ont arrivé, qui me disaient, Kevin, moi, je suis un vrai collectionneur, puis le produit que tu m'as amené aujourd'hui est le même produit que j'ai acheté il y a 10 ans, mais qui m'a coûté 4 fois le prix que tu vends. Je fais comme, mais voyons donc. Moi, je fais ça juste pour le plaisir. Non, il dit, parce que c'est un produit qui est vraiment. J'ai vraiment mis le temps et la perfection sur la qualité du carton et de l'impression au final. Puis, je ne suis même pas inquiet de ce qu'on va vous livrer. Fait que là, avec ça, ça veut-tu dire, tu parles de prix de carte, il va-tu à la place d'avoir le Beckett, il va avoir le Lusignan? Oh non, le livre des prix des cartes? Je penserais pas. Non, OK. J'avais une question pour toi, là, toutes les photos là, des cartes, savais-tu des photographes là, de chacune des équipes? Oui, dans le fond, chaque photographe a été contacté, dans le fond, en tant que tel, pour chaque organisation. Donc, eux aussi, c'est sûr qu'avec le gros coup de main qu'ils nous ont donné, je les remercie. Je ne veux pas l'oublier, fait que je n'aimerais pas tout le monde, là, mais il y en a un dans chaque place qui m'a fourni des photos en tant que tel. Ou sinon, je veux dire, des fois, c'est sûr que j'essayais de voir la qualité de la photo. Tu regardes un petit peu. Je me souviens que, exemple, Mario Boily de Jonquière, il y a une photo d'un joueur de Rivière-du-Loup que je trouvais que c'était vraiment le genre de photo que je voulais. Fait, oui, c'est peut-être l'optique qui est allée, mais ça reste qu'au final, c'est un gros travail qu'on a fait tout ensemble là-dedans. Puis, je leur dis un gros merci dans tout ça parce qu'au final, rien ne serait possible sans eux. On a des très bons photographes dans notre ligue, puis il faut en être fier. Ils ont fait un travail inouï, je vous dirais. Ouais. Merci aux photographes. Pour nous aussi, pour les infographies de la Ligue, là, puis toutes ces choses-là, on ne pourrait pas rien faire sans les photographes. Ah, ben, on est une équipe dans tout ça, hein, fait que, mais on les a tous contactés au début. Puis, c'est ce qui est plaisant parce que je parlais beaucoup, je vois Sandra Giroux à Thetford qui m'a aidé gros dans le projet aussi avec des idées. Elle m'a déjà amené des idées pour l'an prochain que je vous pitche pas toutes, mais comme je vous dis, on va en garder un peu, on va garder un petit peu de suspense, là, mais mettons que si le projet développe, on peut aller assez loin. Même à un niveau que je pensais jamais aller. Mais c'est ce qui est le fun. Je veux dire, on est tous des passionnés au final là-dedans, fait que on pourrait s'amuser longtemps. C'est juste que c'est des heures et des heures de plaisir. Et le pire, c'est que tu en fais une, puis je le vois, là, j'en parle à David, là, puis une semaine après, tu as une autre idée, change une petite affaire, puis c'est là qu'à un moment donné, il faut que tu dises, bon, ben parfait, il faut que je livre le produit, puis on est rendu là aujourd'hui. Yes. Donc, le grand jour demain? Oui, demain, dans le fond, officiellement, le Shopify est préparé pour midi. Donc, dès midi, les gens vont pouvoir déjà réaliser leur précommande. Tout sera enregistré. Et une fois que, de toute façon, vous allez voir un petit peu, là, je vais tenir au courant un peu de comment ça sort parce que je vais avoir des images demain de l'impression. On envoie déjà les cartes, sont déjà envoyées là-bas. Fait qu'ils m'ont pris des photos que je vais pouvoir toutes vous sortir en même temps. Et quand les boîtes seront terminées également, je vais déjà me préparer à vous shipper de ça. Fait que boîte par boîte, quand elles vont être terminées, les gens qui ont déjà réservé elles partent le lendemain. Fait que ça va aller assez vite. All right. Sinon, y a-t-il d'autres informations qu'on devrait savoir? Je vous dirais que le rendu là, ça va être de profiter du produit, puis revenez-moi avec vos feedbacks, comment vous allez trouver ça. Donc, tenez-le-vous pour dire, les gens là, qui nous écoutent à la maison, en tout cas, à voir le produit, les photos, là, qu'est-ce qu'on a vu, les previews, c'est quelque chose d'excitant. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. C'est ça. On ne compte pas les heures, mais au final, on le fait pour que toute cette belle famille-là garde un beau souvenir là, du passé, puis un jour, on les ressort, puis tu fais comment je me souviens de ces belles années-là. Merci Kevin, là, pour ton projet, super beau projet. On va vous tenir au courant, là, les gens, demain, là, devraient avoir un communiqué qui va sortir à ce sujet-là.
Vous allez pouvoir avoir là, le lien pour faire vos achats. Sinon, j'imagine, Kevin, s'il y a des gens qui ont des questions ou des idées, ils peuvent toujours te contacter. Oui, ils peuvent m'écrire en privé, Facebook, il n'y a pas de problème. Je réponds sans aucun doute. Gênez-vous pas. Regarde, c'est ça. Gênez-vous pas pour les questions, puis ça commence déjà à rentrer. C'est quand même drôle qu'on en parle là. Mais... on a posé des questions, on n'a peut-être pas couvert, puis qu'il y a des gens qui ont peut-être d'autres questions. Souvent, je vais en poser, je vais en poser une un petit peu en tant que tel, parce que souvent, au niveau des équipes, parce que des fois, comme l'expliquais, les gens peuvent acheter en ligne. Les équipes en ont peut-être un peu moins. Mais, exemple, si je sais que les équipes vont quand même avoir une partie qui vont être versée à eux en tant que tel, mais si un propriétaire veut avoir des boîtes pour ses boutiques, il peut me contacter, Kevin. Exemple, je vais t'en prendre une temps, puis moi, je vais m'arranger pour les vendre. Ça, ils peuvent le faire directement aussi sans problème. Là. On va tout faire travailler en fonction de ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, ça fait que s'il y a des dirigeants des équipes qui nous écoutent, vous pouvez contacter Kevin, ouais. Puis on va s'arranger pour les boutiques là, dans les arénas, peut-être. C'est ça. All right. Ben, merci, Kevin. On se tient au courant. Oui. Merci à vous autres, les gars. Yes. Fait que, merci d'avoir fait ton petit tour, puis on se reparle. Oh, super. Ciao, ciao. That's it. Yes, fait que super belle annonce ce soir. Donc, on a tous très hâte de voir ça. J'aime beaucoup les commentaires que j'ai vus dans le chat. C'était vraiment d'être un projet qui va intéresser beaucoup les gens. Également, dans le fond, c'est ça. C'est sûr que cette année, peut-être que ça va s'avérer que les quantités vont être très limitées parce qu'on ne sait pas à quel point ça va être populaire encore. Mais c'est sûr là, que si jamais ça l'est beaucoup, ça va être plus facile l'année prochaine là, de pouvoir prédire ça. Puis en même temps, ça va avoir un petit peu plus d'exclusivité pour ceux qui vont avoir eu celle-là cette année. Fait que j'ai hâte de voir ça. Donc, demain midi, le lien là, qui va être fonctionnel sur Shopify. Sinon, pour conclure, si on veut, le podcast, petit week-end, dernière petite pause là, avant le dernier droit puis les séries. Si on veut, seulement 4 matchs. Un jeudi à Sorel, les Marquis qui vont être là au Colisée des Cardins pour affronter les Éperviers. Donc, un peu le match retour. Les Éperviers qui étaient à Jonquière samedi. Match qui s'est terminé 3-2 pour les Marquis. Donc, quand même un match serrant entre les deux. Les Marquis qui sont la seule équipe qui joue 2 fois en fin de semaine. Les Éperviers également, souvent les deux équipes jouent 2 fois. Mais les Marquis, le lendemain, qui vont être de retour à la maison pour affronter le Cool FM. Et puis, la Somerset Thetford qui va être à Rivière-du-Loup pour affronter les Troyes. Un autre match qui a eu lieu la semaine dernière également, là, qui a été très serré, fini 2-1 en tir de barrage pour Rivière-du-Loup. Donc, deuxième match dans cette série-là de matchs consécutifs. Et les Éperviers qui vont être à Montcalm pour les bâtisseurs. On l'a mentionné en début de show, les bâtisseurs là, qui font un match spécial là, pour l'autisme. On a vu là, merci à Julie Miville qui avait mis le nom là, de l'organisme. Je suis pas capable de retourner dans les commentaires, là, voir c'est quoi exactement, parce que c'est rendu trop loin. Mais c'est ça. Donc, le match pour la Fondation pour l'autisme, c'est avec un chandail spécial. Donc, surveiller les bâtisseurs qui risquent de donner plus d'informations là-dessus. Ah, merci. Donc, Société de l'autisme de la région de la Naudière. Donc, voilà. Et puis, sinon, pour terminer, il y a quelques petits trucs qui m'avaient marqué aussi que je voulais juste mentionner vite. On a quand même une triple égalité au deuxième rang, quadruple, excusez-moi, égalité au deuxième rang du classement général. Donc, Saint-Georges, Jonquière, Thetford et Montcalm qui sont tous égales. Les Éperviers qui sont 2 points derrière au 6e rang, puis les Troyes qui ont brisé leur vilaine série de défaites samedi dernier, qui sont à 24 points. Donc, ça reste quand même encore très serré. Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va se développer en fin de semaine, tout ça. D'autres petites choses aussi, quand même, que je voulais parler. Ça passe un peu sous silence, là, mais mine de rien, Simon Danny Pépin, qui est vraiment en train là, de connaître une super deuxième moitié de saison. 11 points à ses 5 derniers matchs. Simon Danny Pépin. Donc, un rythme infernal en ce moment. Puis vraiment qui nous fait voir le Simon Danny Pépin des beaux jours avec les 3L. Et je voulais aussi parler de
pour ceux qui l'ont vu, la période de prolongation qu'on a eue entre Thetford Mines et Rivière-du-Loup, je pense que j'ai jamais vu ça. Habituellement, les prolongations, c'est vraiment du jeu ouvert, des grosses chances de marquer. Mais c'était une période de prolongation. À chaque sifflet, il y avait un escarmouche à 3 contre 3 sur la glace pendant la prolongation. C'était ridicule. C'était le fun à voir. On voit tout le temps des trucs qu'on n'a jamais vus, on dirait, dans la Ligue américaine. Mais là, une période de prolongation 3 contre 3, puis à chaque fois qu'il y avait un sifflet, ça voulait chamailler. C'était très drôle. Puis les deux arrêts aussi, pour ceux qui l'ont vu. Celle-là, je ne l'avais pas vue, mais la prolongation de Bussière, là, son but à 3 secondes, puis le but en prolongation, ça c'est hot. Puis Francis Leclerc également qui a fait 2 arrêts complètement spectaculaires. Un avec 1 minute à faire en troisième à 1-1, puis un en prolongation également pour amener l'assurancien en tir de barrage. Je savais que c'était quand même quelque chose qu'il y a eu cette semaine. Puis une autre chose que j'ai trouvé drôle, c'est un petit peu moins drôle pour les fans de Laval, là, mais Nicolas Poulain dans le match de vendredi contre Jonquière, je pense qu'il y a à peu près, tu sais, quand on dit des chances de marquer en or, là, je pense qu'il y en a eu à peu près 6. Des 2 contre 1, des échappés, je pense qu'il fait claret à chaque fois, frapper un poteau, mais je trouvais ça drôle parce que c'est un des 3 meilleurs francs-tireurs de la Ligue, comme Nicolas Poulain, Colin, qui manque autant de chances de marquer, j'en revenais pas. À chaque fois que je voyais la game, il y en avait un autre, je dis, ben non, c'est pas Nicolas Poulain qui vient d'avoir cette chance de marquer-là. Ben oui, c'était Nicolas Poulain, puis il l'a encore manqué. En tout cas, ça m'a fait rire, mais en tout cas, les profitez-en, en tout cas, c'était les marquis cette fois-là, mais l'équipe qui joue contre les gars, ça n'arrivera pas souvent. Ça n'arrivera pas encore. Là, pour il va en manquer autant, mais ouais. En tout cas, ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça drôle. Mais ouais. Puis pour finir, on va y aller là, même si le podcast, on va frôler 2 heures encore une fois, mais j'ai préparé un petit quiz rapidement, donc pour ceux qui nous écoutent encore, j'essaie de m'inspirer des joueurs qu'on a en entrevue. Donc, en 2020-2021, Nathan Larose, dans la Ligue junior majeure du Québec, a été le défenseur qui a marqué le plus de buts dans la Ligue cette année-là. Donc, on sait Nathan Larose, un défenseur très offensif, très talentueux. Il y a plusieurs joueurs de la Ligue nord-américaine qui ont réussi cet exploit-là, mais il y en a 2 qui sont toujours actifs. Donc, lesquels sont? Si vous en avez qui ont pris leur retraite, vous pouvez les nommer aussi. Mais je cherche les 2, principalement, là, qui sont encore actifs dans la Ligue. Les meilleurs buteurs défenseurs. Dans le fond, qui ont fini au sommet des buteurs, des défenseurs dans la Ligue junior majeure du Québec. Yann Sauvé? Non, pas Yann Sauvé. Gabriel Bilodeau? Non, pas Gabriel Bilodeau, mais je vais laisser... s'il y en a qui veulent répondre dans le chat là aussi. Samuel qui dit Fred Bouchard. Oui, c'en était un, Frédéric Bouchard, mais qui a pris sa retraite. Donc, il n'était pas dans les deux chercheurs, mais oui, Frédéric Bouchard. Frédéric Bouchard qui a la meilleure saison pour un défenseur tout court dans l'histoire de la Ligue nord-américaine. 93 points en 2005-2006. Je sais qu'il se jouait plus de matchs à l'époque là, que 36, mais quand même, c'est une cinquantaine de matchs à l'époque, pareil. Sacha Pukula qui n'a pas joué dans le junior majeur. Ouais, Sacha Pukula qui, je pense qu'il jouait dans une NCAA, si je ne me trompe pas. Sacha Pukula. Là, il y en a quelques-uns qui l'ont marqué. Mathieu Brisebois, oui, ça en est un. Mathieu Brisebois. Félix Dallaire qui a écrit. Oui, Félix Dallaire puis Stéphane Bailey. Marc-André Bergeron, oui, lui aussi le fait, mais qui est à la retraite. Pas William Cyr. Bon guess. Il y a un Yves Racine aussi, là, Félix Dallaire. Yves Racine aussi est à la retraite. Mathieu Roy? Non, pas Mathieu Roy. L'autre a été repêché dans la Ligue... non, pas été repêché, je suis désolé, pas été repêché, mais joué quand même, joué quelques matchs dans la Ligue américaine. Bobby Dallas. Non, pas Bobby Dallas.
Il y avait Serge Poudrier, par contre, là-dedans, qui a son chandail retiré à Thetford Mines, donc, qui était un qui l'a fait. Dans le fond, je vais peut-être donner un indice. Il joue pour Laval présentement. Puis il avait déjà été dans les réponses du quiz cette saison, puisqu'il avait été drafté par les Braves de Valleyfield quand il était sur la liste de protection de Rivière-du-Loup à l'époque. Donc, s'il y en a qui s'en rappellent également. Ouais, il n'y a pas de fans de Laval en ce moment qui sont là dans le chat, mais Drew Paris. Non, c'est pas Paul Chance. Mais oui, c'est Drew Paris. Ah ouais, Drew Paris. Oh, Paris avait connu de très, très des grosses saisons juniors, Drew Paris. Dans le fond, sa dernière année, il avait marqué 20 buts. Donc, c'était... c'est ça, avec... non, c'était pas avec Drummondville, c'était avec... dans le fond, c'était séparé l'année avec Batters puis Chicoutimi. Il avait marqué 20 buts, 57 points, quand même une bonne saison. Non, quand même. Je vais peut-être dire un autre nom, mais Drew Paris. Ouais, fait que c'était ça. Puis, ça montre encore une fois le talent qu'on peut retrouver. Ouais, c'est dans ça qui me... Ouais, tu sais, il y en a Claude Barthes, vite comme ça. Là, je ne les ai pas tous devant moi, parce qu'il y en avait quand même quasiment 7-8 dans tous ceux qui ont joué. Mais tu sais, ouais, on le dit toujours, quand je fais des recherches comme ça, je suis comme tabarnouche. Il y en a passé du talent dans la Ligue nord-américaine, puis il y en a encore. Ouais. Yes. Donc, voilà. Sur ça, on se dit salut parce que pour Dave, en ce moment, il commence à être tard, là, hein, Dave? Ouais, ben c'est pour ce que je suis, c'est 2 heures. Il est pratiquement minuit, il est minuit moins 5, c'est 2 heures dans le futur. Donc, l'heure avancée. Fait que ouais, on va se dire bye. Mais content, c'était un bon. Content, c'était une belle annonce, les cartes. C'est vraiment le fun de voir Kevin venir nous parler de tout ça. Puis également Nathan Larose qui a été, on va le redire, un gentleman, qui a été un très, très bon invité. Donc, bon show ce soir, je suis content. Yes. Tout à fait d'accord avec toi, Dave. Qui nous suivent, qui nous commandent dans le chat, qui nous suivent aussi. C'est toujours le fun. Yes. Donc, merci tout le monde. Merci Nathan Larose. Merci Kevin pour cette annonce. Merci Dave. Et on va te dire de profiter du restant de ton voyage. Puis on va savoir. Es-tu encore là mardi prochain? Ou, je suis encore là mardi prochain, oui. Mardi prochain, encore en direct du Brésil. Ouais, mais je vais être ailleurs. Fait que je vais falloir que je me fasse un autre setup. Fait que là, les gens qui nous écoutaient, au pire, on se met un chandail du Brésil, vert, jaune, thématique, quelque chose comme ça. En même temps, c'est la Saint-Valentin. Fait que on pourrait peut-être... Ouais, Saint-Valentin, c'est plus le thème de l'amour la semaine prochaine. Fait que là, j'espère que là, il ne faut pas que vous vous séparez là, la semaine prochaine à cause que vous écoutez le podcast. Vous pouvez dire, chérie, on va aller souper vendredi au lieu de mardi. Bon, c'est ça que j'ai fait, c'est ça le deal. Ouais, exactement, ouais. Vous voulez écouter le podcast en amoureux? Ouais, écouter le podcast avec une petite coupe de vin, comme Denis. Exact. C'est Isaac qui dit Steve Gosselin. Oui, Steve Gosselin également. Yes. Donc, merci à tout le monde et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.